Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et bienvenue pour ce nouveau stream assez classique. Hein. On va parler d'actualité aujourd'hui, comme d'habitude, revue de presse. Ce soir, on risque de faire une soirée spéciale Jospin. Hein. On regarderait l'épisode de Blast éventuellement, et puis surtout, après, peut-être qu'on regarderait ensemble la fameuse interview dont on a mis des extraits dans l'émission sur Jospin, du coup, la fameuse interview de Claude Sérillon, donc pas de Lionel Jospin par Claude Sérillon, qui a coûté à Claude Sérillon sa carrière, hein, bien sûr. Et je reviendrai bien sur cette affaire-là en particulier, parce qu'on est retombé dessus, on n'a pas eu le temps de glisser ça, parce que c'était pas le cœur de l'épisode. Mais enfin, tout de même, ça pourrait être sympa d'y revenir ce soir. Donc voilà, l'épisode sur Jospin, le portrait de Blast est sorti hier soir. Vous êtes déjà pas mal à l'avoir vu, hein. J'ai eu combien là Salaud. Si je cherche Jospin. Si je cherche Jospin, j'espère qu'on est bien référencé. Oui, 102 000 vues, oui très bien, bon on est bien référencé sur Jospin. C'est formidable. Merci d'avoir patienté pour cet épisode long à produire et traumatisé par le whisky Perrier. C'est peut-être pas dégueulasse le whisky Perrier, vraiment, on sait pas. Hein. On sait pas, moi j'ai pas essayé et je vous jure que la prochaine fois que j'ai du whisky sous la main, je vais essayer le whisky Perrier. Donc là, on ne parle pas de Jospin cet après-midi. Cet après-midi, on est à la poule. On en parlera ce soir. Sans doute vers 20h, un truc comme ça va dépendre, mais sans doute vers 20h, voilà. Aujourd'hui, le programme, j'ai noté quoi? Pétain, Sardine Ruisseau, député insoumis, démocratie et téléperformance. Je pense que je vais vous donner le choix de l'ordre parce que, bon, moi j'ai bien une petite idée d'ordre en tête, mais il y a sans doute un truc ou deux qui va passer à la trappe. Le programme est assez copieux. Donc, je vous explique ce que j'ai mis de côté. Hop, c'est parti, on démarre. Salaud. On n'a pas le temps. Tac. Voilà. Alors, je vous ai mis de côté, les derniers fans de Pétain rejouent le sketch de la commémoration à l'Île-Dieu. L'Île-Dieu, vous savez, c'est là où est enterré le maréchal Pétain. Et maintenant on dit juste Pétain, hein, parce qu'il a été frappé d'indignité, etc. Il y a eu un procès, et Pétain voulait être enterré autour d'autres soldats de la Grande Guerre, et tout ça lui a été refusé. Il a été enterré du coup dans un coin du cimetière de l'Île-Dieu, là où il était détenu, là où il a passé les 6 dernières années de sa vie. Il est quand même mort à 95 ans, hein, le bougre, hein. Donc il a fait ses dernières années à l'Île-Dieu et il a un coin de cimetière où sa tombe est posée, tournée dans le sens inverse de tous les autres, parce que l'idée c'était peut-être à un moment on va le déplacer, on ne sait pas, à un moment son cercueil avait même été volé, il avait été retrouvé un peu plus loin, enfin un peu plus loin, beaucoup plus loin d'ailleurs, et ils l'ont réenterré, et voilà, c'est une tombe qui est le sujet de plein de polémiques, elle a été régulièrement dégradée évidemment, et il y a des fachos qui viennent faire leur petit hommage régulièrement. Une poignée de militants d'extrême droite se sont réunis samedi à Port-Joinville pour rendre hommage à Philippe Pétain le jour anniversaire de sa mort. La funeste opération de réhabilitation du symbole de la collaboration rassemblait nostalgiques de Vichy, antisémites et catholiques intégristes. Non, Macron n'y était pas, mais voilà. J'ai fait mon grand oral sur le mémoire de Pétain, bah oui, j'imagine. Compliqué, donc vu que c'est un sujet qui revient étonnamment dans l'actualité, il y a des trucs comme ça, on pensait s'en être débarrassé, et pas du tout. Donc on va sans doute en parler, en tout cas vous choisissez, c'est un des articles que je vous propose, un petit article de Libération, hein, c'est pas énorme. Ensuite, un article plus long de Marie Turcan. Non, le compte Sardine Ruisseau n'a pas été censuré par Twitter, et c'est regrettable. Le cyberharcèlement sous couvert de parodie. Donc ça c'est particulièrement intéressant parce que c'est un compte qui a sévi pendant, vous voyez, il a atteint presque 57 000 followers. Si vous êtes sur Twitter, vous avez forcément vu Sardine Ruisseau, machin, qui était un compte parodique de Sandrine Rousseau, qui lui faisait dire que de la merde. Et le grand jeu pour l'extrême droite et les droitos. Et même Stéphane Vogetta aussi, hein, le mec qui a remplacé Manuel Valls pour la circonscription des Français de l'étranger que Valls briguait. Stéphane Valls s'est présenté, a eu l'investiture, et Vogetta, l'investiture devait lui revenir, et finalement Valls a perdu, et donc Vogetta
s'est retrouvé député et cette fois-ci il a été réintégré à la team LREM. Donc lui-même disait Sandrine Rousseau, c'est à la confondre avec sa parodie Sardine Rousseau et tout. Donc un compte qui vient de l'extrême droite voilà, qui s'en prend spécifiquement à une femme pour lui faire dire des trucs débiles en disant que c'est le wokisme et tout et que c'est la pire folle quoi. En gros elle est folle quoi. Et un compte que beaucoup de gens ont suivi, relayé, etc. Un compte très populaire qui a cessé d'émettre et donc il y a un article de Numérama pour savoir comment, pourquoi et pourquoi Twitter aurait sans doute dû censurer ce compte depuis longtemps parce que ça peut s'apparenter à du cyberharcèlement, c'est exactement ce que c'est. Donc voilà. Ensuite, ça c'est Numérama. Ensuite, les jours, guérilla, les insoumis et la guérilla des nerfs, pluie d'amendements, invectives, défense des plus pauvres. Pour la loi pouvoir d'achat, les députés LFI ont adopté la stratégie François Ruffin. Bon là c'est intéressant parce que ça va revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'ils nous ont fait nos députés, là si vous avez voté vous pour un ou une députée insoumise, qu'est-ce qu'ils font concrètement à l'Assemblée, comment ils s'organisent, est-ce qu'ils ont réussi à faire passer des trucs, c'est quoi la guérilla des insoumis maintenant qu'ils sont... parce qu'on voit ce que ça donnait à 17, maintenant qu'ils sont plus de 70, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est un article qui nous permettra, nous-mêmes, de savoir ce que font nos députés de gauche à l'Assemblée, particulièrement sur un projet de loi qui nous intéressait et sur lequel je suis déjà revenu lors du précédent stream, le projet de loi dit pouvoir d'achat, la loi pouvoir d'achat, voilà, bon, qui était, si je résume, une loi pour enlever les taxes sur plein de trucs, des primes, des machins, mais bon, qui n'était pas une loi qui allait permettre... d'augmenter les salaires par exemple. Tout le monde a voté contre l'augmentation des salaires, donc c'est assez bizarre pour une loi qui parle de pouvoir d'achat, mais enfin admettons. Ensuite un article d'analyse, là on rentre dans un degré un peu plus intello. Le rapport annuel de l'institut VEDEM confirme la dynamique autoritaire qui frappe l'ensemble des continents depuis une dizaine d'années. C'est un article de Fabien Escalona que vous connaissez bien pour Mediapart. Les auteurs alerte sur son caractère de plus en plus brutal, le recul de la démocratie, comme l'illustre le nombre record de coups d'État enregistrés. Et c'est intéressant de voir cette évolution dans le temps quand on sait qu'à partir des années 90, il y a eu de plus en plus de démocratie dans le monde, les gouvernements autoritaires reculaient, ce qui a permis aussi d'instaurer un droit international, des coopérations, etc. Le marché, bien entendu, mais aussi des coopérations. Et bon, bah ça recule. Est-ce qu'on se dirige pas vers un siècle aussi un peu plus inquiétant où les nationalismes reprennent du poil de la bête et les États autoritaires. Et vous savez ce que disait François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Voilà. Et enfin, on va parler de travail. Travailler, être surveillé chez Téléperformance, travailler sous le regard de logiciels espions. Alors moi je connais bien, comme Adrien Quatennens pour y avoir travaillé, les plateaux de télémarketing. J'ai travaillé 2 ans là-bas, pas à Téléperformance, moi j'étais dans d'autres boîtes, mais en France le leader mondial du secteur c'est Téléperformance. Donc, le leader mondial des centres d'appel envisage de pérenniser le télétravail et tente au passage de déployer des outils informatiques de surveillance toujours plus intrusifs. Et alors que vous travaillez ou non dans le télémarketing, que vous connaissiez ou non Téléperformance, ça peut être utile de savoir comment une partie du patronat et des managers est en train de prévoir, de vous surveiller aussi chez vous, avec quels moyens et quels moyens techniques, quelles sont les lois, quel est l'état des réglementations sur le sujet. Voilà ce qu'on devrait apprendre normalement dans cet article de Clément Pourré et Clément Le Foll. Voilà pour les 5 du vote. Putain, j'ai oublié de mettre de côté une vidéo pour la pause. J'ai oublié de faire ça. Mais ça dépend des résultats, tu me diras. Je vais essayer de trouver une vidéo qui est en rapport avec les trucs. Alors, Insoumis, Démocratie, Sardine Ruisseau, Téléperformance, Pétain. Insoumis, je range dans l'ordre. Démocratie, Sardine Ruisseau, Téléperformance et Pétain. Voilà. Très bien. On va certainement pas parler de Pétain, tant pis, tant mieux. Ça dépend, mais voilà. Donc, on y va. On commence, donc... Putain, j'ai déjà méga chaud. Ah oui, c'est vrai que je suis au café. C'est vrai que je suis au café. Après, j'ai des petits iced tea au frais qui vont bien m'aider. Un petit retour sur l'entretien avec Ouria Boutelja hier chez Dany Eras. Bah, je l'ai regardé, c'était intéressant. J'ai regardé le replay. Je vote iced tea. Ouais, mais iced tea, mais café quand même parce qu'il faut se réveiller. J'ai mangé juste avant, c'est un peu la digestion.
Donc, on commence avec les Insoumis, c'est un article des Jours, hein, le site Les Jours, dont je vous parle souvent, qui a besoin d'abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à Les Jours, hein. Vous allez voir aujourd'hui, si vous ne connaissez pas, qu'il s'agit en général d'articles de qualité, avec un angle et tout. Et là, en fait, je crois que l'angle, vous savez, ils procèdent par série, et leur série, c'est une série sur le pouvoir d'achat de manière générale. Donc, il y avait déjà eu 2 articles avant, il me semble. Le premier, les députés et l'épreuve du feu. Le deuxième, la Macronie godille, l'opposition rame. Et le troisième, les Insoumis et la guérilla des nerfs, celui que nous allons lire aujourd'hui. Alors, commençons tout de suite. Pluie d'amendements, invectives, défense des plus pauvres. Pour la loi pouvoir d'achat, les députés LFI ont adopté la stratégie Ruffin. Alors, j'imagine que c'est le Ruffin qui gueule, c'est le Ruffin qui, du coup, va mettre des maillots de foot, jouer le « nous, on est le camp des prolos » et tout, quoi. En 2017, à l'Assemblée nationale, on avait fait la découverte des députés... Ah, faut que je coupe la zig d'ailleurs, on a commencé. Tac. Voilà, même si elle est très bien, cette zig. En 2017, à l'Assemblée nationale, on avait fait la découverte des députés Playmobil. Les élus de la Macronie levaient la main comme des figurines de notre enfance afin d'adopter sans plus de commentaires les textes que leur présentait le gouvernement. En ce début de législature, les élus qui donnent le là et mettent l'ambiance au Parlement font plutôt penser au G.I. Joe. On ne vous parle pas des députés macronistes, ceux-ci ont pris de la bouteille mais restent de gentils élus. Non, si on évoque aujourd'hui ces jeux guerriers, c'est parce qu'ils symbolisent parfaitement l'armée de députés France Insoumise, comme on l'a vu ces derniers jours. Au cours de la discussion sur la loi pouvoir d'achat, ces derniers sont en nombre dans l'hémicycle, 75 si tout le monde est présent, et ils ont décidé d'en faire un lieu de combat. Ils parlent fort, ils gueulent même parfois, ils insultent régulièrement leurs adversaires et surtout ils n'hésitent pas, comme un bataillon d'infanterie qui lance de multiples assauts en espérant affaiblir le camp d'en face, à défendre le même amendement des dizaines de fois. Ils font de l'obstruction, c'est horrible, c'est horrible. Pour l'instant, le résultat est bien modeste, parce qu'il faut aussi juger à l'aune des résultats, bien qu'il y a toujours ce double enjeu à l'Assemblée. Il y a Jean Massier dans le chat, il peut vous le confirmer. Il y a un double enjeu, il y a un enjeu évidemment d'amendement, d'essayer quand même de faire bouger les textes, et puis il y a un enjeu de communication qui est de montrer qu'on est là, de montrer qu'on occupe le terrain. Et je pense que pour les députés insoumis, c'est particulièrement important de faire du bruit sur la question du pouvoir d'achat, puisque ce thème a été le thème sur lequel le Rassemblement national a fait beaucoup de foin, en disant que c'était eux, le pouvoir d'achat, machin, et les insoumis ont essayé de montrer que non, c'est la gauche, le pouvoir d'achat. Même si nous, on n'appelle pas nécessairement ça le pouvoir d'achat, vous comprenez bien que le pouvoir d'achat, pour quelqu'un de gauche, c'est pas un bon terme. On veut pas du pouvoir d'achat, on veut du salaire. Après, on achètera, on n'achètera pas. On veut parfois, vous voyez, si on dit ce qu'on veut, c'est pouvoir acheter des trucs, ah mais très bien, on va vous baisser les cotisations et vous allez pouvoir acheter des trucs. On va même tellement baisser les cotisations que vous allez pouvoir acheter votre rendez-vous chez le médecin vous-même. Très bien, vous pouvez acheter. Bon bah nous, on parle plutôt de sécurité sociale, on parle plutôt d'autre chose, d'augmenter les salaires, parce que quand on augmente les salaires, c'est pas juste plus d'argent, c'est aussi plus de cotisations, y compris pour la sécu, etc., etc., y compris pour votre assurance chômage, y compris pour votre retraite. Donc c'est pour ça qu'on veut augmenter les salaires. Si on réduit ça au pouvoir d'achat, vous voyez bien que c'est un terme plutôt de droite, plutôt réducteur, et qui permet de s'attaquer au reste, au chômage, à la retraite et à tous les types de cotisations, sous prétexte de rendre du pouvoir d'achat. Donc vous voyez à quel point ce terme est biaisé. Nique le pouvoir d'achat, résume dans le chat Rio, qui a raison. Mais voilà, il faut avoir ça en tête. Pour l'instant, le résultat est bien modeste. Le projet de loi a été largement voté par l'Assemblée, 340. Donc le résultat des insoumis, hein, là on parle des insoumis. Le résultat de la contestation des insoumis dans l'Assemblée est bien modeste, nous dit cet article. J'ai oublié de citer le nom de l'auteur ou de l'autrice. Texte Nicolas Cory, photo Elliot Blondet et édité par Lucie Sourdescadiou. Donc pour l'instant le résultat est bien modeste. Le projet de loi a été largement voté par l'Assemblée, 341 voix pour, dont 78 venues du Rassemblement national et 54 des Républicains, 116 contre, distribuant 20 milliards d'euros d'argent public aux Français sous forme de diminution de taxes, de hausse d'allocations. Diminution de taxes, c'est important, hein, vous voyez. Pareil, on appauvrit l'État. On appauvrit tout ce dont les pauvres peuvent avoir besoin. Les services publics, les prestations sociales, j'en passe et des meilleurs. Et ce dont je vous ai parlé juste avant, toutes les formes de solidarité institutionnalisées, notamment dans la cotisation.
Le principal ajout par rapport au texte initial, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés a été adoptée avec l'accord du gouvernement et grâce à un amendement de la majorité, alors que les macronistes l'avaient toujours refusé lors de la précédente législature. La France insoumise, qui voulait voir augmenter le SMIC, et plus généralement tous les salaires, est revenue bredouille, à l'exception de 2 amendements de détail, dont l'un qui permet d'annuler un abonnement par voie électronique. Bon, c'est plutôt des trucs de consommateurs, hein, ça rappelle les grandes heures de Benoît Hamon chez François Hollande, à l'exception de 2 amendements de détail, mais elle peut s'enorgueillir d'un succès, avoir beaucoup énervé les autres groupes. Pour comprendre le positionnement de la France insoumise, il suffisait d'étudier le discours tenu lundi dernier par Clémence Guettet lors de la discussion de politique générale autour du texte. Parlant après le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la députée du Val-de-Marne, ancienne coordinatrice du programme de Jean-Luc Mélenchon, a donné la ligne. Le gouvernement dit qu'il va donner 20 milliards d'euros supplémentaires de pouvoir d'achat aux Français. Eh bien, c'est le contraire qui va se passer, assurait-elle. Le texte organiserait en fait sciemment, méthodiquement, la diminution du pouvoir d'achat des Français. D'après la députée, il serait même dangereux car il donne un blanc-seing aux entreprises pour ne pas augmenter les salaires et il ruine les comptes publics, c'est ce que je vous disais. Et si le gouvernement trompe ainsi les Français, c'est toujours selon Clémence Guettet, parce qu'il cherche à protéger les riches, ou plutôt les actionnaires, qui en un an ont atteint un niveau de rendement record grâce à une modération salariale qui est, elle, organisée depuis 40 ans. Ça fait 40 ans. Modération salariale, hein, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait de la modération salariale, notamment pour lutter contre l'inflation. Bah là, c'est génial, on a la modération salariale et on a l'inflation. On le voit, la critique est globale et sans nuance. Pas question même d'admettre, comme le fait le député communiste Sébastien Jumel, que j'allais confondre, je fais un truc avec Fabien Roussel, Fabien Jumel. Ah non, j'imite pas encore Clémence Guettet, non, désolé. Donc pas question d'admettre, comme le fait le député Sébastien Jumel, que le projet de loi puisse comporter des mesures nécessaires ou qu'il permette à nos concitoyens modestes de surnager. Ce que j'ai déjà entendu Jean-Luc Mélenchon dire sur des plateaux, hein, je l'ai déjà entendu dire les primes, eh ben, c'est mieux que rien, au pire on prend, hein, vous voyez, mais bon, on veut les salaires, mais s'il n'y a que les primes, on prendra les primes. Bon, c'est un peu ce que nous dit Sébastien Jumel, il y a des petits trucs qui vont peut-être permettre à nos concitoyens modestes de surnager. Bon, pas question non plus de tenter de faire passer un amendement en louvoyant avec le gouvernement, une pratique de renard des surfaces que des anciens députés comme Pierre Dharréville du groupe communiste ou Charles de Courson, Liberté et Territoire, eux, maîtrisent à la perfection. D'ailleurs, ils ont fait voter des amendements. Ah, l'article met le doigt sur un truc, hein, quand vous vous positionnez en opposition totale, en dénonçant tout, vous avez un peu plus de mal à charmer un peu les adversaires en leur disant non, mais ça ajoute vraiment un truc. Bon, non, quand vous dites votre truc c'est de la merde, on votera pas votre projet de loi. Si vous voulez faire passer un amendement, il vaut mieux dire cet article est intéressant. Ceci dit, nous aimerions apporter cet amendement. C'est mieux que de dire cet article c'est de la merde et je propose mon amendement que vous voterez pas et on est 10 ensuite à vous le proposer. Bon, évidemment, ça marche un peu moins bien. Pour la France insoumise, une seule ligne s'impose, l'attaque à outrance. Et le meilleur dans l'exercice, c'est François Ruffin. Le député de la Somme a un volume sonore impressionnant, un langage fleuri, des références culturelles ainsi qu'une relation directe avec les travailleurs pauvres de sa circonscription. Il est capable de traiter Bruno Le Maire de meilleur de menteur, participant à un bal de faux cul, parce qu'il valoriserait le travail dans les mots mais l'écraserait dans les faits. D'accuser la majorité de se servir des TPE et PME pour cacher le vice, le stupre, le luxe et la luxure des PDG du CAC 40, voire d'être la protectrice de ces nouveaux seigneurs qui, comme les anciens seigneurs qui suçaient le sang des paysans en leur prenant le blé tout en refusant de payer les impôts, sucent la sève des salariés ou refusent d'être fiscalement assujettis en France. Il cite le prédicateur Henri Lacordaire. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Il cite le philosophe Francis Bacon. La richesse, c'est comme le fumier, elle pue quand on l'entasse, mais porte de nombreux fruits quand on la répand. Tout comme Bertrand, chef d'équipe dans l'agroalimentaire, qui travaille de nuit. Toujours qu'il cite un mec, à un moment. Si c'est pas Karine, qui est gilet jaune, là c'est Bertrand. Bertrand, chef d'équipe dans l'agroalimentaire, qui travaille de nuit et est payé 1700 € par mois.
et qui n'a pas touché de prime Macron, une somme de 3 000 € que chaque entreprise peut verser à ses salariés sans payer de cotisation sociale. Mais on vous l'a dit, hein, pour ceux qui ont raté le truc, flic secours, c'est ça, pour ceux qui ont raté le truc de la dernière fois, vous voyez bien que la prime défiscalisée de 3 000 € notamment, la fameuse prime Macron, c'est un effet d'aubaine extraordinaire parce que du coup vous allez avoir des salariés qui, allez, on les aurait peut-être augmentés de 100 balles ou 200 balles par mois, et puis on va leur dire allez, je te file une prime, hop, du coup le salaire n'augmente pas, hop, du coup il n'y a pas de cotisation payée. En fait le patron va permettre de dire ah bah tu vois, moi je te le donne directement l'argent. Voilà, on fait pas du salaire parce que le salaire après ça part en cotisation, je sais pas quoi, c'est chiant. Je te donne directement 3 000 € de la prime Macron et voilà, et tout le monde est content. Tout le monde? Non, car les comptes publics, si cette prime Macron n'existait pas et que ce patron avait été obligé d'augmenter 200 € ce salarié qui était sur le point de se barrer, lui il a besoin de main d'œuvre, il veut le garder, bon, il l'aurait augmenté de 200 € par mois. Et puis là, non, prime Macron, du coup pas d'augmentation, et c'est l'État qui est lésé derrière, c'est le collectif, ce sont les services publics. Rappelez-vous, sur les cotisations, etc., il n'y a que vous qui avez un intérêt, hein. Les cotisations c'est du salaire, les cotisations c'est des services publics que vous allez utiliser plus tard, c'est votre chômage, voilà, et c'est très bien. Il n'y a que les bourgeois qui n'ont pas besoin de tout ça. Les bourgeois ils n'ont pas besoin, ils ont du patrimoine, ils n'ont pas besoin de chômage, ils n'ont pas besoin de retraite, ils n'ont pas besoin de tout ça, ils n'ont pas besoin de services publics, ils peuvent aller à la clinique. Eux ils s'en foutent que ça passe pas par l'État, au contraire ça les arrange. Vous ça vous arrange pas parce que l'État derrière il redistribue, et l'État derrière il va vous aider, c'est du salaire socialisé, etc. Voilà. Donc, il a raison, François Ruffin. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? François Ruffin a aussi de la suite dans les idées. Il peut défendre un amendement instaurant l'indexation des salaires du secteur privé sur l'inflation, ou plus précisément la réintroduisant, puisqu'un tel système a existé en France jusqu'en 1982, au motif que l'inflation n'est pas conjoncturelle mais structurelle et qu'elle pourrait atteindre 8% à l'automne et peut-être 10% cet hiver. Il y a un article d'ailleurs, si vous voulez creuser ces histoires d'indexation du salaire sur l'inflation. Il y a un article de notre camarade Romaric Gaudin sur Mediapart que je vais vous retrouver. Parce qu'en Belgique, par exemple, ils font ça. Romaric Gaudin, comment s'appelait son article? Le faux débat, non, c'est pas ça. Voilà, derniers articles. Tac. Diabolisé, voilà, l'article s'appelle Diabolisé en France, l'indexation des salaires se maintient en Belgique. Supprimée en 82 en France, l'échelle mobile des salaires continue à protéger tant bien que mal les salariés belges contre l'inflation, à contre-courant de l'absence de débat sur le sujet en France. C'est-à-dire qu'en France, on ne l'envisage même pas. Et je l'ai mis dans mon navigateur au lieu de le copier dans le chat. Désolé, je me suis planté. Bon, je ne vais pas aller le rechercher. Bref. On me dit dans le chat que c'est plus de 1600 € le salaire minimum belge. Bah dis donc, on se ferait pas un peu niquer, nous? Alors, François Ruffin, nanani nanana, donc l'inflation, vous voyez bien, en gros c'est une hausse des prix, c'est pas mal qu'on hausse les salaires, parce que sinon on va se retrouver dans la merde. Puis, une fois son texte rejeté, celui d'indexer à nouveau les salaires sur l'inflation, il propose un nouvel amendement prévoyant la même idée, mais cette fois réservé aux salariés en dessous du salaire moyen. Ensuite, après un nouvel échec, il revient à la charge avec un nouvel amendement demandant une indexation pour les salaires du secteur privé en dessous de 2000 € net. Et toujours sans se formaliser de voir son texte repoussé, de soumettre un amendement demandant l'indexation pour les femmes de ménage et un autre pour les assistantes maternelles, un suivant pour les professionnels de la logistique, un pour les professionnels du bâtiment et un dernier pour les ouvriers de l'industrie agroalimentaire. Une accumulation d'amendements qui permet de prendre la parole à plusieurs reprises en accumulant les anathèmes lancés à la majorité. Bon, voyez un peu la méthode, ça peut énerver en face. Cette stratégie rhétorique n'est pas nouvelle. François Ruffin en a beaucoup usé pendant la précédente mandature, avec un objectif, non pas convaincre ses collègues et faire voter ses textes, mais battre le record de vues sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vous disais quand je vous disais on fait de la com là. Il s'en félicitait d'ailleurs en 2018 avec sa vidéo sur les femmes de chambre visionnée 19 millions de fois. On est de retour. Bon, faut que je ferme... Faut que je mette un limiteur de performance là pour pas que ça chauffe trop. Faut que je retrouve les onglets que j'avais fermés. Que j'avais ouverts. Bon voilà, j'ai planté, c'est la chaleur, c'est le PC qui plante. Et avec le limiteur de perf, ça va mieux.
Donc je l'ai mis là, c'est bon, on devrait avoir moins de problèmes. Alors on va hop retrouver les onglets normalement. Ça devrait pas être trop dur. On sait faire, restaurer, voilà. Voilà. Ça c'est bon, c'est réparé. Salaud. Voilà. Voilà. Ce live a été coupé à cause de Jean Massier. Ah oui, Jean, parce que Jean il a lancé un stream, ce salopard. Et il a piraté chez moi. Salaud. Bon. Bref. Bon, je vais me passer un coup de flotte. Et je reviens, vous m'entendez? Tout se passe bien? Salaud. Et on reprend l'article, en plus ça m'intéressait. C'est con. Je me demande si j'ai pas beaucoup parlé dans le vide d'ailleurs. C'est fort probable. Non, c'était pas trop d'onglets, hein, c'est juste le PC qui chauffe, parce qu'il fait chaud ici, vous savez, il fait encore 35 degrés ici. Hein. Salaud. Salaud. Voilà, bon, j'ai pris un petit iced tea, on se rafraîchit, le PC est rafraîchi, tout le monde est rafraîchi, on peut y aller. Bon, on continue. Salaud. On continue tout de suite. Donc, c'est ça aussi de streamer depuis un yacht à Malte, oui. Non, c'est depuis Lyon. Donc, pour comprendre le positionnement de la France Insoumise, il suffisait d'écouter le discours. Non, ça on l'a déjà dit. On était sur le côté communication. Hein. L'attaque à outrance. Donc là, il prend l'exemple de tout ce qui s'est dit. Et j'en étais la suite dans les idées. Voilà, on en était là. On a ainsi, donc là c'est pour dire que les autres députés le copiaient pas mal chez les Insoumis. Sa méthode avait fait des émules. Et donc plein de gens faisaient comme Ruffin, c'est-à-dire on est là pour occuper à la fois les réseaux sociaux et puis le temps de parole, et puis voilà, on va vous faire chier jusqu'au bout si vous voulez pas augmenter les salaires. Vous voyez, donc indexer les salaires sur l'inflation, Ruffin propose ça, ensuite il dit d'accord, alors on va indexer les salaires pour les moins de 2000 euros, ensuite indexer les salaires pour les ouvriers agricoles, etc., pour marteler la même idée. Et donc voilà. On a ainsi découvert le style Mathias Tavel, le député de Loire-Atlantique ponctue ses interventions de répétition assumées, comme lorsqu'il justifie d'augmenter le SMIC par l'impossibilité de délocaliser certaines activités. Vous n'irez pas faire livrer votre colis ailleurs que chez vous parce que c'est là que vous habitez et pas à Shanghai. Vous n'irez pas manger un hamburger à Saigon parce que c'est pas là que vous habitez. Vous n'irez pas acheter votre veste à Tunis parce que ce n'est pas là que vous habitez. Vous n'irez pas prendre un verre à Addis Abeba. Bref, vous avez compris le principe. Autre méthode, celle d'Ercilia Soudé, la députée, je ne sais pas qui c'est, la députée de Seine-et-Marne, qui pour justifier l'augmentation du SMIC dans la grande distribution, évoque au bord des larmes les femmes qui se cassent littéralement le dos aux caisses ou dans les réserves. Elle témoigne, j'en ai trop vu dans ma courte vie, qui, avant de répliquer, j'en ai trop vu dans ma courte vie qui... 3 petits points. Avant de répliquer devant les réactions ironiques de l'hémicycle, non, je ne pleure pas, j'ai de l'émotion. Je pense à ces pauvres femmes qui ont fini cassées par leur travail. Et tu sais, alors ça, c'est des séquences qui ont aussi une autre utilité, c'est de montrer le cynisme d'en face. Parce que quand vous dites, il y a des gens qui meurent au travail, il y a des gens qui se cassent le dos pour des salaires de misère, et qu'en face, t'as les bourgeois qui sont là, oh, c'est bon, oh, et on connaît, c'est bon, allez... Ça les montre aussi dans ce qu'ils sont, dans la réalité de leur petite tête de bourgeois et de leur corps de bourgeois aussi, qui se rend pas compte de ce que c'est et qui est là en mode oh, vous faites du populisme, c'est démagogue, alors que c'est juste vrai en fait. Bon.
Ancienne femme de chambre élue du Val-de-Marne, la fameuse Rachel Keke n'a pas besoin de se forcer pour évoquer son passé très proche et faire honte à ses collègues députés, ce qui au passage lui évite d'argumenter. Ainsi, prenant la parole pour défendre un argument visant à augmenter le SMIC pour son ancienne profession, elle interpelle l'hémicycle. « J'aimerais savoir qui dans cette salle a déjà gagné 800 € par mois ?» Puis, sans se préoccuper des exclamations indignées qui montent, elle enchaîne « Vous ne connaissez pas la souffrance provoquée par les métiers essentiels, pour lesquels nous demandons une augmentation des salaires. Vous parlez, mais vous n'en avez rien à faire. Élu député pour la première fois, je découvre quelque chose d'horrible. Vous méprisez les métiers essentiels, vous méprisez ceux qui servent la France. » En face, ces accusations de ne pas connaître la souffrance des travailleurs font bouillir. Et sans doute parce que ça touche juste, hein. Et au petit jeu de tu me provoques, je réponds, c'est d'abord le Rassemblement national qui réagit, tout à sa stratégie de respectabilisation. Le parti de Marine Le Pen a fait savoir que certes, le texte du gouvernement n'était pas formidable, mais que c'était mieux que rien. Les travailleurs ne méritent jamais que ça, hein. On mérite mieux que rien. Voilà. C'est déjà mieux que rien. Alors quand Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, propose par un amendement de renommer la prime Macron la prime enfumage, pour que son intitulé soit plus cohérent avec son contenu, dit-il, du trolling pas très fin, l'article est vraiment à charge. Hein. Putain, l'article, je sais plus qui... non, c'est pas une canette de croc, j'ai dit, c'est de l'Ice Tea. Je sais plus qui a écrit cet article, mais le gars est pas très fan de la méthode des insoumis, manifestement. C'est Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui bondit... Alors attendez, parce que Jean-Philippe Tanguy, j'ai bien envie d'apprendre à l'imiter. Ça vous dit pas qu'on apprenne ensemble à imiter Jean-Philippe Tanguy ? Voir ce qu'on peut faire, parce que là, on a un personnage extrêmement caricatural, avec quelque chose de très imitable, je pense. Hein, des fois, ça peut servir à ça, c'est live. Hein. Alors, Jean-Philippe Tanguy. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça serait pas mal pour les prochaines que j'ai un petit Jean-Philippe Tanguy. La vidéo là où il fait elle est où sa vidéo où il s'énerve là c'est celle-là. Il faut aller au bout de sa logique quand on veut avoir des principes. Il faut aller au bout de sa logique. Bon, ça c'est Marine Le Pen, on connaît, on sait déjà faire. Ensuite c'est Sébastien Jumel qui lui répond, donc on s'en fout, c'est pas ça. Jean-Philippe Tanguy soutient l'amendement de François Ruffin et le qualifie d'amendement de bon sens. Je sais pas comment on peut refuser un amendement qui juste refuse la fraude fiscale. Mais moi je voulais suivre où il s'énerve à fond. Là il s'énerve pas là. La question du pouvoir d'achat. Ah oui, ça y est, c'est celle-là. Le problème c'est que là on a remplacé sa tête. Ah le voilà. Voilà. Le paysage politique a été la première. Voilà, alors attendez, hop, je vous le mets. Lever la question du pouvoir d'achat. Donc c'est parti pour moi j'avais tweeté là-dessus, j'avais dit mais c'est pas un vrai mec, ça c'est un personnage de caméra café tellement c'est improbable sa manière d'être. La première ici dans le paysage politique a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Alors silence. Alors oh ce cri du cœur. J'avoue, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Chers collègues. Collègues de gauche. Il n'y a rien qui va, il y a une voix énervante, un peu comme ça. Et ça chochote. Et c'est vraiment horrible à écouter. Quoi. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. France... Silence pour la France. Silence pour la France. Alors... Un deuxième round va s'ouvrir dans quelques instants. Ce deuxième tour, ça devrait vous plaire. Ça devrait vous plaire. Oh là là, c'est horrible. Ça devrait vous plaire. Les députés insoumis. Bon, bref, qu'est-ce qu'il dit? On devrait... y a un truc, hein, on va essayer d'affiner ça au fur et à mesure, mais qu'est-ce qu'il dit? Collègues de la France insoumise, j'ai sincèrement honte pour vous. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Vous êtes les bouffons rouges du roi Macron. Vous faites honte à la classe des travailleurs et à cette assemblée qui doit rendre l'argent aux Français. Waouh.
Je crois que c'est ça, hein. Trop fort? Oh, je pense qu'il faut gueuler, hein. Dans un premier temps, dur mais juste. Dur mais juste, désolé. Je l'avais pas encore fait, mais on va la tenter. Donc, dans un premier temps, les macronistes comptent les coups. Depuis le début, je vois des scuds passer d'un côté à l'autre de l'hémicycle. Ironise ainsi lundi soir Nicolas Turquois. Parce que c'est vrai que les macronistes sont au milieu du RN en plus, qui peut pas encadrer les insoumis, hein, c'est crasseux, sale et tout. Alors ils sont d'accord hein, là-dessus que c'est des gros crasseux les insoumis, du côté de... Enfin, je veux dire, les macronistes sont d'accord avec le RN pour trouver que le représentant du camp du travail, les représentants du camp du travail sont toujours trop débraillés, trop sales, etc. Mais vous êtes encore sur machin Tanguy, quoi. Ils sont d'accord, mais ils osent pas le dire aussi fort. Donc ils regardent un petit peu. C'est un petit peu comme si, comment dirais-je, on avait les insoumis qui étaient là à essayer de faire passer des trucs. Pas que les insoumis, hein, on va mettre les communistes avec, enfin la NUPES, quoi. Et de l'autre côté, t'as Macron qui défend le truc et qui est très très content d'avoir les députés Rassemblement National pour continuer à taper non-stop aussi sur la NUPES. Et du coup, de temps en temps, la NUPES est obligée d'insulter les autres de fachos. Et du coup, t'as Macron au milieu qui est là. Silence! Silence pour la France! Donc, dans un premier temps, les macronistes comptent les coups. Depuis le début, je vois des scuds passer d'un côté à l'autre de l'hémicycle. Ironise ainsi lundi soir Nicolas Turquois du Modem. Des bons mots, des effets de manche, mais nos concitoyens qui suivent ces débats doivent se demander en quoi cela fait avancer le schmilblick. Puis, à partir de mardi matin, alors que plus de 7 heures ont été nécessaires pour voter l'article 1 de la loi, la Macronie aussi s'impatiente. Christine Le Nabour, députée d'Ille-et-Vilaine, est la première à craquer. « Nous n'avons jamais voulu faire des compromis avec vous », déclare-t-elle à la gauche de l'hémicycle. Alors ça c'est intéressant parce que là, elle se trahit. Parce que... le discours officiel, c'était de dire « nous construirons des compromis au cas par cas, sur des points, sur d'autres ». Et là, t'as elle qui dit, comment elle s'appelle déjà, Christine Le Nabour, députée d'Ille-et-Vilaine, qui dit « nous n'avons jamais voulu faire de compromis avec vous ». Elle parle à la gauche, puis... Voyant qu'elle vient de détruire les éléments de langage du gouvernement sur la co-construction de la loi, elle se reprend et dit « Ni avec l'extrême gauche, ni avec l'extrême droite, nous sommes d'accord !» Ouais, on se raccroche aux branches un peu. Un peu plus tard, c'est Vincent Thiébaut, élu du Bas-Rhin, qui n'en peut plus des propos anti-patrons et anti-primes des députés La France Insoumise. « Les primes, les pourboires sont également constitutifs du salaire, renseignez-vous, nom de Dieu !» clame le député Renaissance. Alors non, justement... C'est du black, toléré, mais c'est du black, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotisation, etc. Encore une fois, vous ne prouvez qu'une seule chose, votre méconnaissance totale du monde de l'entreprise. Fureur dans les bancs, évidemment, parce que, bah oui, quand ils disent le monde de l'entreprise, c'est la gestion d'une entreprise pour eux, pour les patrons. Nous, on connaît le monde de l'entreprise vu des salariés, alors du coup, bah oui, désolé, c'est un point de vue un peu différent, on n'a pas le même. Pardon. Cette bataille a finalement pris fin à 5h30 dans la nuit de jeudi à vendredi, quand enfin le 20e article du projet de loi a été adopté, mais à l'heure tardive ou matinale, on ne savait plus très bien, une heure tardive ou matinale qui n'a pas freiné les ardeurs des députés de la France Insoumise qui ont continué. Le mot de la fin, donc l'explication de vote est laissée à Adrien Clouet, malgré une victoire presque totale du gouvernement, ce dernier n'affiche pas l'air député battu, et lui il dit « Si nous parlons pouvoir d'achat », c'est que 6,5 millions de nos compatriotes ont voté pour la NUPES, obligeant le gouvernement à se saisir de ce sujet, assure-t-il. Alors ça c'est génial. Ça c'est génial parce que les insoumis sont jamais battus. Jamais battus. Ok ? Et même quand ils ont perdu, en fait ils ont gagné. Si nous parlons, donc ça on l'a déjà dit, citant la déconjugalisation de la hache comme une victoire populaire, il ajoute « Le peuple vous a tordu le bras et il a bien fait !» Puis il enchaîne sur toutes les fautes du gouvernement. « Pourquoi discutons-nous de mesures d'urgence à cause de votre bilan ? Le gel des salaires, c'est vous. La hausse des prix, c'est vous. » Et on ajoutera l'absence de doute et de subtilité des élus mélenchonistes, c'est aussi de la faute à Macron, et on ne remercie pas le président de la République pour ça. Wouah, l'article ! Putain, l'article qui est là, les insoumis, ils nous cassent les couilles. Et Macron, putain, il nous casse les couilles de nous avoir rendu les insoumis aussi casse-couilles. Moi, je suis les débats à l'Assemblée, je voudrais un peu de calme. Ah ouais, non, article complètement à charge. Hein. Complètement à charge. Pas inintéressant, mais complètement à charge.
Là où il a raison, c'est quand il dit, bon, en louvoyant, d'autres députés comme Daréville et d'autres arrivent, donc Nicolas Cory. Nicolas Cory, je le connais pas, Nicolas Cory. Je vais scruter son Twitter à Nicolas Cory. Voir s'il tweet des trucs de droite ou pas. Normalement, les jours, c'est pas très de droite. Hein. Nicolas... Mais juste, peut-être, il aime pas les insoumis, quoi. Il aime pas le manque de subtilité, apparemment. Hein. Nicolas Cory, il y en a bel et bien un qui est journaliste, cofondateur des Jours, ex-Libé. D'accord, il est parti avec les Garibert, lui. Pouvoir d'achat, nanani nanana. Bon, bah, c'est un journaliste. Hein. Oh, il a fait... C'est quoi, ça ? Il n'a jamais autant parlé de plein. Bon, il est très, très intéressé par la gauche, mais il est pas très, très mélenchoniste, hein, je crois. Je crois que c'est un peu ça, l'idée. Bon, je vais le suivre quand même parce qu'il a l'air de beaucoup écrire sur ces sujets-là et d'en faire beaucoup écrire sur la gauche, la droite et les questions, l'extrême droite et les questions économiques. Donc on suit quand même pour un peu de pluralisme dans ces revues de presse. Après tout, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Bon, non, j'ai vu, bref. Ils font que crier, c'est insupportable. Dans le monde, alors non, on en était, j'avais dit quoi ? Insoumis, démocratie, oui c'est ça, démocratie. Dans le monde, les gains démocratiques depuis 1989 ont été effacés. Le rapport annuel de l'Institut VDM confirme la dynamique autoritaire qui frappe l'ensemble des continents depuis une dizaine d'années. Les auteurs alertent sur son caractère de plus en plus brutal, comme l'illustre le nombre record de coups d'État enregistrés. On va regarder ça ensemble. Oh, dis donc, Dans le monde, les gains démocratiques depuis 1989 ont été effacés. De Fabien Escalona, lu par Jérémy Zilberberg. Alors, Jérémy Zilberberg, est-ce qu'il me permettrait pas de fumer une petite clope, Jérémy Zilberberg ? Hein ? C'est pas mal, ça va changer un petit peu. Moi, j'aime bien, ça me repose. Allons-y, en plus, je suis là déjà à parler depuis 1 heure, hein, on a commencé à 14h30. Donc allons-y, je vais suivre visuellement en même temps et je ferai pause de temps en temps. Ah, vous voulez qu'on fasse x1,25 ? C'est possible, x1,25. Participation. Mediapart. La menace d'une régression autoritaire en Tunisie, l'un des rares pays à avoir échappé à la débâcle des révoltes populaires du monde arabe, s'inscrit dans un paysage global inquiétant pour la démocratie. C'est ce que documente de manière synthétique le rapport annuel de l'Institut VIDEM pour Varieties of Democracy. Hébergé à l'université de Göteborg en Suède, reposant sur un réseau mondial de 3700 experts et expertes renseignant une batterie d'indicateurs, le projet consiste à observer sur la durée les tendances à la démocratisation et à l'autocratisation des régimes existants. Attendez, je vais ouvrir une deuxième fenêtre, ce sera plus malin. Je vais ouvrir une deuxième fenêtre ici pour faire play et pause, vu que là-dessus je vais bouger le curseur. Donc ça va être chiant, donc je lance là. Dans le monde, les gains démocratiques depuis 1989 ont été effacés. De Fabien Escalona, lu par Jérémy Zilberberg, en cette durée, les tendances à la démocratisation et à l'autocratisation des régimes existants. Chaque année, ceux-ci sont répartis au sein d'une typologie distinguant, des plus aux moins avancées en termes de liberté et d'égalité, les démocraties libérales, les démocraties électorales, les autocraties électorales et les autocraties fermées. Ok, alors c'est quoi la typologie ? Moi j'aimerais bien savoir. Démocratie libérale, démocratie électorale, autocratie. Alors nous, démocratie libérale, j'imagine que ça suppose plein d'autres droits, une presse libre, autorisation de tous les partis politiques, de machin. Démocratie électorale, c'est le truc que j'ai un peu plus de mal à voir. C'est quoi ? C'est un truc où je sais pas trop. Et les autocraties électorales, je vois très bien, c'est-à-dire je sais pas, Poutine, Orban, il y a des élections de temps en temps, mais bon, ça veut rien dire. Et autocratie fermée, il n'y a même plus d'élections, on fait même plus semblant. Mais c'est la différence entre libéral et électoral que je connais pas. Je sais pas si vous savez dans le chat ce que recouvre cette typologie. Vous savez pas ? Nous, on est au top, bien évidemment, je sais pas trop. Justement, électoral, c'est pas la Russie. Électoral, c'est autocratie électorale pour la Russie, je pense. Hein. Nous sommes une démocratie électorale, libérale, c'est la Suisse. Ah, tu penses ? C'est terrible, ça. C'est pour illibéral, libéral. Non, je pense que illibéral, c'est plutôt les autocraties électorales. Bon, je sais pas. On va voir, peut-être qu'ils le disent après, je dis ça, peut-être qu'ils le disent après.
Globalement, séparation des pouvoirs. C'est peut-être ça, davantage de séparation des pouvoirs, une presse un peu plus libre. C'est peut-être juste ça la différence entre la démocratie libérale et la démocratie électorale. Les résultats pour l'année 2021 amènent les scientifiques ayant piloté ce travail à une conclusion symboliquement accablante. L'expansion massive des droits et des libertés démocratiques qui avait suivi la fin de la guerre froide a été perdue. Autrement dit, pendant la durée de vie des trentenaires d'aujourd'hui, la démocratisation des régimes aura connu une parabole, depuis une vague massive de développement à la suite de l'effondrement du bloc soviétique, jusqu'à un reflux annihilant les progrès accomplis. C'est nous ça, c'est nous, on a vu ça nous. On s'est dit, ah, il va y avoir de la démocratie partout, vu qu'on a vu la chute du mur et des régimes qui se sont effondrés pour faire des démocraties à la place. Et puis bon, bah ça reflue, d'accord, très bien, ok. L'essentiel de ce reflux s'est produit au cours de la décennie écoulée. En 2011, 49% de la population mondiale vivait dans des régimes autoritaires. En 2021, cette proportion avait progressé pour atteindre 70%. Quand même, c'est assez ouf. Et alors que 5% seulement de cette population était affectée par un processus d'autocratisation il y a 10 ans, c'est désormais le cas de plus d'un tiers des personnes vivant sur la planète. Alors, un processus d'autocratisation, ça veut dire qu'il y a un régime en cours de mutation. C'est-à-dire, prenez la Hongrie de Viktor Orban, typiquement ce processus est toujours en cours, avec une démocratie qui se dégrade, où le droit de vote existe toujours, mais où la presse est de plus en plus bâillonnée, etc. On va vers l'autocratie totale, et peut-être qu'à un moment, il n'y aura même plus d'élections, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bref. Si l'on compte en nombre d'États, ceux-ci n'avaient jamais été qu'une quinzaine à être en voie d'autocratisation chaque année, durant la période 1981-2011. Depuis, ce nombre a progressé pour atteindre 33, un record. Sur la même période 1981-2011, le nombre de pays en voie de démocratisation avait toujours été supérieur et évoluait entre 20 et 70. Il est désormais tombé à 15, bien en dessous du nombre de cas où les droits et les libertés régressent. Comme il s'agit de pays peu peuplés, cela signifie que seulement 3% de la population mondiale ont expérimenté une phase de démocratisation en 2021. Ok, c'est chaud. Donc, j'aimerais bien qu'il donne des exemples de pays quand même, de temps en temps. Ça va arriver après peut-être. Oui, je vois qu'il y a marqué Brésil, on va voir. Alors que la pandémie avait contribué à un recul net des mobilisations de masse en faveur de la démocratie, celles-ci n'ont pas retrouvé leurs niveaux antérieurs. La prolongation de cette atonie inquiète les auteurs du rapport, qui notent que cela risque de favoriser la pérennité de l'autocratisation en cours. De plus, remarque-t-il, les dirigeants antipluralistes et autoritaires semblent utiliser les mobilisations de masse au profit de leur agenda antidémocratique. Ils prennent l'exemple de l'insurrection du Capitole aux États-Unis, ainsi que celui de l'appel à manifester lancé par Jair Bolsonaro à ses soutiens en septembre dernier au Brésil. Donc là, c'est comment les autocrates ont utilisé la panique sanitaire aussi, et les mobilisations là-dessus, au profit de leur agenda anti... Ah oui, non, mais il y a même pire que ça, il y a même l'idée qu'il y a des mouvements sociaux, il y a des mouvements antidémocratiques qui sont stimulés par certains dirigeants et utilisés par certains dirigeants, et certains de ces mouvements ont pris de l'ampleur à partir de la pandémie, quoi. La voix Arte est insupportable, on te préfère. Vous voulez que je continue à lire? Attendez, je vous propose, hein, parce que moi ça me repose, mais si vous me dites que c'est moins bien à écouter, c'est peut-être moins bien à écouter, hein, je sais pas. La voix là, on garde ou on arrête. Voilà, je vous donne 30 secondes. Non, ah non, on peut pas faire moins de 1 minute. Enfin bon, j'aurais une idée de la tendance. La voix là, on garde, on arrête. Au moins, vous arrivez bien à distinguer quand c'est l'article et quand c'est moi qui parle. Pour moi. C'est peut-être un petit plus. Mais après, ça me repose pas tant la voix que ça. Hein. Je veux dire, je suis là pour streamer, je suis là pour parler. Hein. Je vais pas m'économiser non plus de trop, quoi. On garde, mais à vitesse normale. Ah, vous préférez vitesse normale? Moi aussi, je préfère vitesse normale, mais il y a tellement de gens qui aiment pas la vitesse normale, ils se font chier, que moi j'ai dit, oh bah je vais faire ça. Hein. Bon bah très bien, on garde à vitesse normale alors. Très bien. Tac, tac, tac. Hop. Le peuple a parlé, ici on l'écoute le peuple. Hein. Bon, mutation de l'autoritarisme. Surtout, les auteurs s'interrogent sur une mutation de cette vague d'autocratisation déjà vieille d'une décennie. La fréquence des coups d'État militaires s'est intensifiée, de même que leur taux de réussite. S'ils se sont principalement produits en Afrique de l'Ouest, ils ont aussi concerné la Birmanie, en Asie du Sud-Est. Le cas tunisien est qualifié d'autocoup,
de façon cohérente avec le basculement dans un régime dictatorial décrit par l'historienne Sophie Bessis. Après la fin de la guerre froide, pourtant, les transferts de pouvoir inconstitutionnels et l'implication des militaires dans ces épisodes avaient eu tendance à régresser. C'est vrai qu'on aurait pu se dire que c'était un peu passé de mode, ça, l'implication des militaires dans des coups de force. Après, est-ce que par exemple, le transfert de pouvoir contre, comment elle s'appelait, Dilma Rousseff au Brésil, est-ce que c'était inconstitutionnel? Pareil, il me semble qu'il y a eu quand même beaucoup de débats là-dessus. C'est ce que constatait la chercheuse Erika Franz dans Autoritarism, paru à Oxford University Press en 2018 et non traduit. Les coups sont de moins en moins un outil de choix pour les groupes autocratiques, relevait-elle en inscrivant cet élément dans un effort général d'imitation des démocraties. Celui-ci visait à tromper le peuple concerné, mais surtout les acteurs internationaux. Les membres de l'Institut Videm perçoivent dans ce qui pourrait être un retournement de tendance le signe d'une plus faible incitation à respecter les normes édictées ou encouragées sur la scène internationale. Et pour cause, si les autocraties y deviennent plus nombreuses et si leur puissance et leur influence s'accroissent, alors les coups d'un recours à la brutalité nue deviennent moins lourds à supporter. Et vous voyez bien que ce qu'a fait Poutine aussi avec la guerre, ça ouvre la voie à plein d'autres trucs. Ah bah tiens, il bouge pas, la communauté internationale, machin. C'est pour ça que l'enjeu des sanctions est aussi important, même si ça fait pas arrêter tout de suite la guerre. C'est l'idée de montrer aux autres, aux suivants, que on fait quelque chose, on essaie de faire quelque chose. Le problème, c'est que si on est de moins en moins nombreux, s'il y a de moins en moins de pays à condamner les coups, etc. Et alors, c'était où qu'il y avait eu une sorte de coup avec un mec qui s'était proclamé machin en Amérique du Sud et où nous on l'avait reconnu direct, les États occidentaux l'avaient reconnu. Putain, c'était comment il s'appelait ce mec et c'était dans quel pays? Rappelez-moi, c'était en Bolivie, c'est ça? Au Venezuela? Non, c'était au Venezuela. C'est ça. Morales? Non, c'est pas Morales. Non, c'est au Venezuela. Guaido, merci. Guaido. C'est pas passé d'ailleurs ce truc-là, mais toutes les démocraties, là pour le coup, étaient très contentes de dire, enfin les démocraties, les États occidentaux, capitalistes, étaient très contents de voir ce coup de force, qui était une prise de pouvoir inconstitutionnelle aussi. Et là par contre on avait soutenu. Donc si en plus de temps en temps on les soutient quand elles vont dans notre sens, ce qui rappelle de très douloureux souvenirs à l'Amérique du Sud, parce que l'Amérique du Sud, beaucoup des coups d'État autoritaires des années, de la deuxième partie du XXe siècle, étaient soutenus quand ils n'étaient pas inspirés directement par notamment les États-Unis et leurs services secrets qui allaient armer les gens, former les milices fascistes, etc. Pinochet, etc. bien sûr. Bref. C'était peut-être aussi ça d'ailleurs la baisse qu'il y a eu après la chute du mur. L'idée c'est que le camp capitaliste avait gagné, il avait plus besoin de faire de coups d'État. L'URSS était plus là pour soutenir des régimes socialistes, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux régimes socialistes, donc il n'y avait plus besoin de les renverser. C'est peut-être un peu ça le fait que c'est bien, il y a moins de coups d'État. Faut se demander aussi qui mène les coups d'État et pourquoi. Alors, tac, on continue. L'isolement diplomatique et économique, entre autres, est moins craint qu'auparavant. On touche ici du doigt l'un des effets de la montée de l'autoritarisme. Là, j'ai envie de dire, il y a un autre truc. Si la France continue à recevoir l'Égypte ou à fricoter avec l'Arabie Saoudite, pareil, quel signal on envoie, nous ? Quel signal on envoie pour ce genre de truc? Donc c'est pas étonnant aussi qu'il y ait pas mal de régimes qui se disent ils feront rien parce qu'on va leur acheter des rafales, on va leur vendre du pétrole, je sais pas quoi. Donc vous voyez aussi qu'il y a certains effets de la mondialisation qui n'aident pas à aller vers plus de démocratie. Vous voyez que marché égale démocratie, non, pas forcément. Un grand marché mondial peut supposer que si on a de bons clients ou de bons vendeurs qui sont des régimes autoritaires, les questions politiques passent après ces questions économiques ou ces questions stratégiques, et finalement on va laisser faire des dictatures, quoi. Au-delà de ses implications directes pour les populations des régimes concernés, en proie à davantage d'arbitraire et de répression. Il s'agit d'un risque accru de délitement du droit et des normes internationales, tel qu'il s'était développé depuis 1945. Les conséquences pourraient être une hausse des dérapages guerriers et une diminution des velléités de coopération face à des défis globaux tels que le climat ou la santé. Mais ça, c'est super grave, Les trois trucs sont quand même super graves.
C'est évidemment que les régimes autoritaires, vous ajoutez à ça que les régimes autoritaires souvent sont pas tellement dans le camp le plus raisonnable, on est sur des autocrates débiles, ou alors des leaders populistes genre Jair Bolsonaro ou Donald Trump. On est sur des gens qui s'en foutent un petit peu du multilatéralisme, qui font ce qu'ils veulent. Tiens, par exemple, Bolsonaro, la question s'était posée, parce un des premiers trucs qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a fait en sorte que puisse reprendre tout un tas de chantiers de déforestation de l'Amazonie. Et il y a des gens qui, dans la communauté internationale, se sont dit est-ce que c'est bien malin de laisser la souveraineté du Brésil sur la forêt amazonienne, qui est un poumon du monde entier ? Continuer la déforestation en Indonésie ou au Brésil, est-ce que c'est pas un truc qui concerne l'humanité tout entière ? Bon, bah, si on avait davantage de coopération avec le Brésil, ça pourrait être un des trucs sur lesquels on peut faire levier, si vous voulez, on peut utiliser d'autres trucs. Mais bon, s'il a décidé de faire ça et que nous, de toute façon, notre seul truc qui nous intéresse, c'est de continuer, par exemple, à acheter leur viande ou à leur vendre des trucs, eh ben, on n'a pas tellement de levier. Si les coups d'État sont la dimension la plus spectaculaire d'une autocratisation qui gagne en étendue et en intensité, les chercheurs de l'Institut Videm en mettent une autre en avant, qui touche aussi bien les démocraties établies que les régimes les plus fermés. La polarisation politique est une tendance globale majeure aujourd'hui, écrivent-ils en précisant qu'elle a atteint des niveaux sans précédent en 2021. En tant que telle, la polarisation peut très bien indiquer l'existence d'une compétition politique vive, avec des alternatives tranchées offertes au corps électoral, ce qui n'a rien de problématique. Ce que pointent les auteurs, c'est plus précisément l'emballement de cette polarisation à des niveaux toxiques, lorsque la société se retrouve fracturée en groupes à l'identité exclusive, méfiante, voire haineux entre eux. En effet, de tels niveaux favorisent l'arrivée au pouvoir de forces antipluralistes qui elles-mêmes exacerbent encore les tensions. Vous voyez le raisonnement, hein. C'est-à-dire, la conflictualité, c'est pas mal, mais quand elle prend des niveaux aussi élevés que dans certains pays, on va faire, je sais pas, la chasse aux minorités musulmanes, je sais pas, en Inde par exemple. Du coup, ça favorise aussi que le vainqueur des élections va persécuter d'autant plus, et qu'on va voter d'autant plus pour des familles politiques qui proposent la persécution dans leur programme politique. Voilà. Cette relation entre polarisation toxique et autocratisation, qui se renforcent mutuellement, est corroborée par les données issues du Brésil, de la Hongrie, de l'Inde, de la Pologne, de la Serbie et de la Turquie, écrivent les membres de l'Institut Videm. À l'aide d'outils statistiques, ils montrent que cette idée d'un cercle vicieux est généralisable au-delà de ces cas particuliers. Un constat identique est établi à propos d'un troisième élément qui se développe de manière frappante avec la vague d'autocratisation contemporaine, à savoir la désinformation volontaire par les gouvernants. L'exemple russe est emblématique d'un usage stratégique de données manipulées et erronées sur le plan domestique comme sur le plan international. Or, c'est vrai que ce qui est très stressant dans sa voix, c'est qu'il commence une phrase et qu'il la termine toujours un peu pareil. La désinformation, en favorisant la polarisation. C'est un peu assommant quand même à terme. Je trouve pas ça si bien lu que ça. Bon, ça n'engage que moi. Mais quand même. On est d'accord, hein ? Allez, je vais reprendre la lecture parce que même moi, ça commence à me stresser un peu. Ça avance pas assez vite. Et en plus, ça me fait cliquer à droite et tout. Donc je reprends parce que c'est chiant. Un constat identique est établi à propos d'un troisième élément qui se développe de manière frappante avec la vague d'autocratisation contemporaine, à savoir la désinformation volontaire par les gouvernants. L'exemple russe est emblématique. Ouais, tu vois, ce truc qui monte et ça descend. Ça remonte et ça descend. Alors que quand tu fais une bonne voix off, t'es censé avoir un rythme long, où tu montes en longueur et tu redescends. Tu fais en effet des vagues, mais elles sont d'amplitude plus longue, parce que si elles sont courtes, elles sont perceptibles par l'oreille et le cerveau, et tu n'entends plus que ça au bout d'un moment, ça rend fou. Ça rend fou. Or, la connaissance politique des citoyens est fondatrice pour une démocratie représentative. Donc voilà, s'attaquer aux médias, les médias qui intoxiquent avec les éléments de langage du pouvoir, etc. La concentration de l'information entre la main des amis du pouvoir, comme on peut le voir dans beaucoup de régimes autocratiques, tout ça, plus le mensonge volontaire, la désinformation volontaire, comme le dit
le rapport. Tout ça, c'est contraire au développement d'une démocratie représentative où la connaissance politique des citoyens est fondatrice, puisque un choix doit être un choix éclairé. On donne le choix, donc on éclaire d'abord avant de faire le choix. Si on vous donne le choix mais que vous avez été intoxiqué à la base, c'est un autre régime, surtout si vous n'avez eu vos informations que d'une seule partie, quoi. La désinformation met en danger ce type de régime en distordant les opinions des gens, en démolissant la reddition de comptes par les gouvernants et en favorisant la polarisation. Donc en démolissant la reddition de comptes, c'est-à-dire ils n'ont plus à rendre de compte, quoi. Ils n'ont plus à rendre de compte vu que à chaque fois ils ont leurs éléments de langage, leurs trucs, et les médias viennent pas les emmerder. Donc il n'y a jamais à rendre de compte. Et ça favorise la polarisation, on peut mentir, dresser les uns contre les autres, etc. Et ça pareil, c'est pas bon. Ces derniers enjeux sont justement au cœur d'un essai, donc les enjeux de la désinformation. Ces enjeux de la désinformation sont au cœur d'un essai récent de Jean-Werner Müller, intitulé « Liberté, égalité, incertitude », sorti en 2022, dans lequel il tente d'identifier quels sont les ressorts de la démocratie à protéger contre la tendance mondiale à l'autoritarisme. Ce spécialiste des idées politiques ne voit nulle fatalité dans cette tendance, et encore moins le résultat d'une adhésion profonde des masses aux valeurs autoritaires. D'après certaines enquêtes mondiales auxquelles il ne se réfère pas, c'est même le phénomène inverse qui prévaudrait, c'est-à-dire qu'au contraire, les gens ont des valeurs de moins en moins autoritaires, mais ils ont des régimes de plus en plus autoritaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut du mensonge pour que ça tienne. Bon nombre d'exemples historiques, remarque Jean-Werner Müller, attestent que ce ne sont pas les gens ordinaires qui décident de se débarrasser de la démocratie, mais les élites. Est-ce qu'on l'a beaucoup dit ici? Est-ce qu'on ne dit pas que ça? Bien sûr que ce sont les élites qui essaient de se débarrasser de la démocratie, parce que le peuple ne sait pas, c'est chiant, s'il faut lui demander son avis, c'est chiant. Et alors là, vous savez, il y a différentes échelles, hein. L'assaut du Capitole, c'est une manière de se débarrasser de la démocratie. Mais ignorer les résultats du référendum de 2005, c'est aussi une manière de se débarrasser de la démocratie ou de certaines de ses conséquences. Donc pareil, il y a un gradient avec des pratiques antidémocratiques dont on voit bien qu'elles ne sont pas le monopole de Bolsonaro et de Trump et de Poutine, hein. Il ne nie certes pas que les dirigeants autoritaires soient capables de se constituer une base sociale, d'abord à force de polarisation à travers les guerres culturelles, puis à coup de détournement des institutions de l'État, de clientélisme de masse et de désinformation. Donc là, selon lui, il y a une thèse, hein, donc pour se constituer une base sociale, ces dirigeants autoritaires optent d'abord pour la polarisation. Hein, vous revoyez les discours, je sais pas, sur les Mexicains, machin, ou chez nous sur les musulmans, ou dans d'autres pays aussi sur les musulmans, ou dans d'autres pays encore sur d'autres minorités, ou sur des minorités politiques, hein, pas forcément des minorités ethniques ou religieuses. Mais bref, il s'agit de polariser un max et de dire notre ennemi, elle, est à l'intérieur. Et puis, une fois que tu es dans l'État, alors, et les guerres culturelles, donc les guerres culturelles, ça vient des États-Unis, c'est le lobby LGBT, le machin, voilà, vous divisez les gens. Et puis à coup de détournement des institutions de l'État, de clientélisme de masse et de désinformation, une fois qu'on a déjà un pied dans le pouvoir, quoi. Et dans le pouvoir au sens large, c'est-à-dire pas seulement le pouvoir étatique, mais le pouvoir économique aussi, parce qu'on a quand même donné au pouvoir économique notre presse. Donc, qui est quand même un des fondements aussi de notre démocratie, ça c'est entre leurs mains. Je vous rappelle, c'est à ce titre-là qu'il me semble bon de rappeler qu'a été votée du coup la fin de la redevance audiovisuelle, et que ça aussi, ça peut précipiter un glissement dans notre modèle démocratique, puisque le service public de l'audiovisuel restait tout de même, en termes de qualité, en termes de relation à la vérité, etc., restait quand même mieux que ce qu'on avait dans le privé, et que ça pourrait être un glissement. Pensez pas que à France 2, l'émission politique, hein. Pensez aussi à C'est Politique sur France 5, aux documentaires sur France 5, aux documentaires d'Arte, pensez à LCP, pensez à Public Sénat, pensez à Arte, oui, ça je l'ai déjà dit, pensez à France Culture, pensez à plein d'espaces qui existent, et donnez-moi l'équivalent de ces espaces-là dans le secteur privé. Cache Investigation, bien entendu, et puis n'oubliez pas... Complément d'enquête aussi, qui a fait des trucs très importants. Regardez à quel point le culturel, le politique, l'exigeant, le sérieux a déserté. Quand tu fais une grande chaîne privée, c'est pas là que tu vas, hein. Parce que toi, tu veux un groupe qui tourne, tu veux un groupe qui marche. Alors, si tu fais de l'actualité, tu vas faire du clash et des trucs mauvais à la Hanouna ou les chaînes d'infos, machin. Mais sinon, TF1, vous regardez un truc. Vous vous souvenez de la soirée électorale où TF1 choisit de diffuser Les Visiteurs? C'est ça le privé. C'est un moment, on n'est pas là pour animer la vie démocratique, on est là pour, à un moment, faire du public, hein. Donc voilà, il y a une mission du service public,
si on abandonne le service public de l'audiovisuel, je vous jure que c'est notre démocratie entière qui va régresser encore en termes d'offres intellectuelles, de formation, d'information des gens. Et ça, c'est terrible parce que ça laisse encore plus la voie à la désinformation, aux intox, etc. Mais si cette stratégie fonctionne, c'est qu'elle est le résultat d'une fragilité initiale, à savoir l'infrastructure critique de la démocratie. De quoi on parle ? La solidité de cette infrastructure repose essentiellement sur la bonne santé des partis et des médias. J'ai encore vu un sondage tout à l'heure qui montrait à quel point en France, comparé à plein d'autres pays où on peut avoir 70% d'opinions favorables, en Finlande par exemple, avez-vous confiance dans votre presse ? 70% des gens disent oui en Finlande ou dans quelques autres pays, machin. Nous on est à 30% à peu près, même en dessous de 30% des gens qui disent oui, j'ai confiance dans la presse. C'est certainement pas en torpillant encore plus le service public de l'audiovisuel que ça va s'arranger cette histoire. Donc ça c'est la bonne santé des médias, et puis ensuite la bonne santé des partis. Regardez à quel point les gens ne font pas confiance aux partis. Pareil, c'est aux partis de se réinventer, hein, et on voit qu'il y a eu des réinventions à gauche, on avance un petit peu, mais les partis peinent toujours autant qu'ils sont à recruter des militants, à leur donner une place, à faire vivre la vie démocratique, à faire vivre localement aussi des espaces culturels, des espaces de pensée, des espaces critiques. Voilà, les gens n'aiment pas les partis, les gens n'aiment pas les hommes politiques, les femmes politiques, ils sont méfiants a priori, ça c'est mauvais. Donc la solidité de cette infrastructure, donc l'infrastructure de la démocratie, ça repose donc sur la bonne santé des partis et des médias. Ceci serait indispensable pour que la représentation fonctionne et que les conflits soient pris en charge. On comprend que la situation soit inquiétante. En plus d'avoir été affaiblie de différentes manières, ces institutions ne sont pas spécialement appréciées du grand public. En France, elles figurent traditionnellement parmi celles qui enregistrent le plus bas taux de confiance de la population interrogée. Je viens de vous le dire, c'est ce que je viens de vous dire. Il serait d'autant plus impératif et urgent que leur financement les protège d'une capture par les classes privilégiées. Rappelez-vous que quand il écrit classe privilégiée à ce moment-là de l'article, il écrit classe privilégiée au moment, après avoir écrit que ce sont les élites qui nous amènent vers les régimes autoritaires. C'est pas des volontés populaires, machin. Ce sont les élites qui, à un moment, se débarrassent de la démocratie. Donc, il faut leur reprendre des choses. Il faut leur reprendre non seulement la presse, ça c'est assez évident, vous voyez bien, mais il faut leur reprendre aussi les partis politiques. Il faut créer des murs un peu plus étanches entre le pognon et les partis politiques. Donc la corruption, etc. La corruption est un moyen de contrôler les partis politiques pour le privé. On est toujours contraint à s'astreindre à défendre l'existant plutôt que d'adopter des stratégies offensives. Bah oui, mais là, je suis désolé, c'est pas nous qui sommes à l'offensive. Moi, je veux bien être à l'offensive, mais je veux déjà garder France Télé. Et c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais en effet, si on va à l'offensive, c'est exactement ce que dit Fabien Escalona dans l'article, hein. Il faut aller parler comme Julia Cagé, il faut aller parler du financement. Le financement des partis politiques, le financement des médias, le fonds pour une presse libre indépendante, par exemple, dans lequel vous trouvez Mediapart, c'est une forme de réponse, mais il va falloir l'abonder. Comment ça se fait que la presse privée, pareil, là on peut être offensif, comment ça se fait que la presse privée, type Le Point ou l'Express, se noie sous les subventions d'État, soit maintenue sous perfusion avec de l'argent public, alors que Mediapart n'a rien ? Je dis pas ça pour défendre ma chapelle, hein. Je dis qui fait le plus pour la vie politique et pour la vie démocratique de ce pays entre Le Point et Mediapart. Pourquoi il y en a un qui est subventionné, pas l'autre ? Jean-Werner Müller discute à cet égard de nombreux dispositifs dont la classe politique ne s'est pas encore emparée. Vous voyez, on pourrait réserver, alors au-delà de l'opinion politique, hein, on pourrait, si le but c'est de couper le mur de l'argent, de couper un petit peu l'influence de l'argent, on réserve les aides à la presse aux entreprises détenues par leurs salariés. Voilà. Alors c'est un peu radical, mais moi ça me paraît très efficace. Détenues par leurs salariés ou comme le Guardian et comme Mediapart, dont le fonds a été sanctuarisé, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être achetés, qui n'appartiennent pas au privé, etc. Vous voyez, dont le capital a été sanctuarisé. Et comme ça, il y a plein de journaux qui, en plus, auront peut-être envie de rejoindre Mediapart et le Guardian dans ce genre de structure, en disant, oui, parce que si tu demandes aux journalistes, je pense qu'il y a une majorité de gens qui n'ont pas envie de dépendre de Bernard Arnault, de Serge Dassault, bon, c'est plus Serge Dassault, de pire, de Dassault ou de Bolloré ou de je ne sais qui, et puis, je pense que ce serait pas mal. Libé, je crois que c'est Draghi, hein. Libé, c'est toujours Draghi, il me semble. Voilà, arrêt sur image, je donne des subventions arrêt sur image, j'ai pas de problème. Avec une espèce de charte de, évidemment, faites pas des trucs de zinzin, machin, mais avec quand même, en sanctuarisant un certain nombre de libertés, voilà.
On pourrait imaginer qu'il y ait quand même des trucs, s'il y a des appels à la haine, des appels machin, ou même d'énormes bidonnages. D'énormes bidonnages, machin, on pourrait dire, bon là par contre les subventions, on va en discuter, on va peut-être baisser un peu. Voilà, on pourrait imaginer plein de règles, mais l'offensive, typiquement, ce serait ça, d'imaginer comment on refinance un peu notre presse et nos partis politiques. Et là, je vous renvoie sur Julia Cagé, qui avait une idée pour financer les partis politiques. Jean-Werner Müller, nanana. Donc leur financement, donc il serait d'autant plus impératif et urgent que leur financement les protège, alors c'est la presse et les partis, d'une capture par les classes privilégiées, et que leur fonctionnement empêche qu'un despotisme interne s'exerce en leur sein, que ce soit sur les adhérents ou sur les journalistes. On pourrait faire des règles. C'est vrai que ça aussi, ça nous ferait avancer vers la démocratie, vers un peu davantage de démocratie, ça ferait peut-être chier les insoumis, mais de dire qu'un parti politique doit être démocratique. Avec des règles et tout. Alors aujourd'hui, tu déposes des statuts qui sont un petit peu comme la constitution de ton parti. Les règles de fonctionnement sont dans les statuts du parti. Mais on pourrait dire un parti politique, s'il veut être un acteur de la vie démocratique, vraiment un acteur, il doit se soumettre à un certain nombre de règles démocratiques, elles aussi, des contre-pouvoirs internes, des machins, l'indépendance, pourquoi pas, de commissions en interne, pour dégager les pourris, etc. Voilà, ça ferait chier les insoumis, mais LREM aussi, mais ça ferait chier beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de partis qui ont des fonctionnements extrêmement démocratiques. Mais, alors là, on va dire, mais les partis, ils font ce qu'ils veulent. Bah, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent de l'argent public, les partis. Ils vivent de notre argent. On les finance. Et c'est très bien qu'on les finance. On les finance parce qu'on a besoin de partis politiques. C'est très bien d'avoir des partis politiques. Dans les pays où il n'y a pas de partis politiques, je peux vous assurer que ça s'appelle une dictature. Donc, ou un régime autoritaire, ou je sais pas quoi. On a besoin de partis politiques. On va les financer nous-mêmes, parce que si on les finance pas nous-mêmes, qui va les financer ? Il y a des pays dans lesquels les industries sont autorisées à financer les partis politiques. C'est vrai en Suisse, c'est vrai en Allemagne. Alors, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'ils arrosent les deux. T'imagines, t'es BMW, t'es en Allemagne, tu files un peu de pognon à la droite, un peu de pognon à la gauche, comme ça, t'as plein de pognon. Donc peu importe celui qui passe, t'es sûr que tu seras un peu plus entendu. Ça peut arriver aussi. Aux États-Unis, c'est incroyable ce qui se passe aussi. Tout doit être financé. C'est-à-dire, la moindre élection, t'es un juge, tu veux te faire financer, t'es obligé de faire parce qu'ils font des campagnes pour élire des juges aussi aux États-Unis. T'es obligé de faire le tour des gens qui ont du pognon chez toi, machin. Donc, c'est un système oligarchique, ça. Et en France, on a une partie de financement public des partis politiques et une partie de financement privé. Les dons, les fameux dons aux partis. Vous n'avez pas le moyen peut-être de faire des dons aux partis politiques, mais je peux vous assurer qu'il y a des riches qui font des dons, parce qu'ils ont tout à fait compris leur intérêt. Alors il y a un plafond, on a mis un plafond de 7 000 € par personne. Et puis c'est pas grave, ma femme va donner 7 000, et puis mon fils aussi va donner 7 000. Concrètement, bon, voilà. Et ben voilà, et ben peut-être que ça aussi, on pourrait dire, stop, ça aussi c'est fini. Ce que Julia Cagé propose, c'est de dire, vu que c'est de l'argent public, on fait 100% argent public. On donne à chaque citoyen une petite enveloppe, et chaque année, ce petit citoyen, il va voter sa petite enveloppe pour dire, bah cette année, je finance la France Insoumise. Cette année, je finance les Verts. Voilà. Avec cette petite enveloppe d'argent qu'il ne peut pas garder, c'est de l'argent fait pour ça. Vous allez faire des élections des partis politiques pour leur financement, pour que ça tourne. Alors là, c'est très démocratique parce que une voix, un pognon. Une voix, 1 euro, enfin un peu plus, je sais plus. Mais c'est ce que proposait, ou le NPA, bien entendu. Bien sûr. Mais c'est ce que proposait du coup Julia Cagé. Parce que là, il y a des gens qui peuvent financer les partis politiques, mais c'est un peu toujours les mêmes, et ils financent un peu toujours les mêmes partis politiques. Donc pareil, ça donne du pognon, beaucoup pour les partis qui défendent la classe qui a du pognon, et pas beaucoup de pognon pour les partis de ceux qui défendent les classes de ceux qui n'ont pas beaucoup de pognon. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça, les médias aussi, c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attention de ne pas faire baisser le budget des partis. Bon, on verra. Il y a des gens c'est sûrement des budgets qui vont baisser. Je pense qu'avec ce système-là, le budget de beaucoup de partis de droite va baisser. S'il a plus les riches pour leur donner 7 000 €, machin. Là, je pense que ça va baisser. C'est pas grave, la gauche, ça va monter. Ah ouais, bah oui, mais c'est la démocratie. Là, la droite font les malins parce qu'ils gagnent en ce moment. Bah oui, vous gagnez parce que c'est truqué. Ah, on est les classes dominantes, on gagne. Et on fait nos politiques de droite, on gagne. Bah oui, vous avez tout le jeu. Le jeu, il roule pour vous. Nous, à chaque fois, on essaie de faire passer des trucs pour dire, et si on rééquilibrait un petit peu, là ? Bon, bah rééquilibrons. Plus de démocratie.
Alors, Jean-Werner Müller discute à cet égard de nombreux dispositifs dont la classe politique ne s'est pas encore emparée, préférant préserver des intérêts de court terme plutôt que de traiter les vulnérabilités à la base de notre système démocratique. Comment réagir toutefois si la régression s'est enclenchée au point qu'un régime initialement démocratique menace de basculer durablement dans l'autocratie ? Pour l'universitaire, l'option de la désobéissance civile doit être envisagée. Ah, on nous parle de désobéissance civile dans ce rapport. Et on termine sur cette citation de Werner machin, là, Jean-Werner Müller. Il dit « Ne pas obtenir la législation que je soutiens n'est pas une raison suffisante pour que je désobéisse », précise-t-il. Donc ça, c'est en gros, c'est pas parce que y a une loi qui me plaît pas qu'il faut désobéir. Par contre, il doit y avoir des raisons pour lesquelles, au fil du temps, vu les distorsions systématiques du processus politique et l'absence d'engagement mutuel des citoyens, les perdants ne peuvent pas, en conscience, consentir au choix politique. Il doit y avoir des raisons pour lesquelles, au fil du temps, vu les distorsions systématiques, vous voyez, une distorsion, c'est typiquement ça, le fait que les riches financent les partis et que Macron puisse partir de rien, monter une start-up politique avec du pognon qui vient des expats de Londres, les traders à la con, les dîners avec des machins, et il te monte un bordel énorme à partir de que dalle, avec son armée de cadres là, et ils te prennent le pouvoir. Le tout encensé par une presse bourgeoise qui le trouve formidable, à grand renfort d'aide à la presse en plus. Donc vous voyez, le jeu, il est niqué, et lui, il dit, bon, si le jeu est vraiment trop niqué, on peut concevoir que les perdants, en conscience, pourraient accepter de ne pas consentir au choix politique. Voilà pour cet article très intéressant de Fabien Escalona. Ça nous a permis de redire ce qu'on dit beaucoup nous-mêmes sur les corps intermédiaires, etc. Donc il faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on fait des partis, comment on les finance, qu'est-ce qu'on fait des médias, comment on les finance. Vous voyez que ça matche avec beaucoup de ce qu'on a déjà dit dans Ouvrez les guillemets, et qu'on n'est pas sur les corps intermédiaires depuis des années pour rien. C'est que c'est le cœur battant de la démocratie. Là où la droite, l'extrême droite particulièrement, va toujours vous faire croire que la démocratie, c'est le choix du peuple. Attendez, quel peuple ? Comment ? Avec quel contre-pouvoir ? Si c'est le choix, par exemple, le choix d'un peuple qu'on a privé d'études supérieures, qu'on a privé d'accès à l'école dès lors qu'ils sont un peu trop pauvres, etc., etc., bon, est-ce qu'il est éclairé, ce choix du peuple ? Le choix du peuple, d'accord, mais le choix du peuple éclairé. Éclairé, faut rajouter, moi je rajouterais là-dedans le système d'éducation, Là, on a parlé que de l'information et des partis politiques, donc système d'information, système de représentation, pareil, c'est vrai que c'est un peu niqué, mais on pourrait rajouter le système d'éducation, un système d'éducation égalitaire, etc. Et comment vous voulez qu'une culture démocratique se répande si on admet que la démocratie s'arrête à la porte de l'entreprise ? Est-ce qu'on éduque vraiment les gens à la démocratie quand dès l'école, c'est pour ça que je reviens sur l'éducation, quand dès l'école, en fait, on configure les gamins à la compétition et au tri, parce que c'est ce qui va se passer plus tard pour eux sur le marché du travail, pareil, on les éduque pas avec des valeurs démocratiques à ce moment-là. Donc, je rajouterai l'école. Mais évidemment, ça, pareil, ils le détruisent. Bon, qu'est-ce qu'on se regarde, nous ? C'est l'heure de la pause. C'est la pause. J'ai commencé, on a dit, à 14h30. Il est 15h56, ça fait 1h30. Qu'est-ce que je peux mettre ? Est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo sur Le Monde ? C'est toujours bien, on apprend plein de trucs sur Le Monde. Et après, on va parler de Sardine Ruisseau. Le compte Sardine Ruisseau. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là. C'est quand qui parlent de Sardine Ruisseau ? L'article de Marie Turcan pour Numérama. Alors, je cherche... qu'est-ce qu'il y a sur l'INA ? J'aime bien mettre des trucs de l'INA. INA Société. Il y a quoi dans INA Société ? Les colonies de vacances. Les gothiques. Non, ça je m'en fous. L'avortement. Le retour du roi. Ah, il y a des royalistes. Oh, mais c'est casse-couille, ça. Le bac, on l'a pas déjà regardé, le bac ? Non, on l'a pas regardé, j'ai dû le regarder moi. On va regarder le bac, tiens. Puisqu'on parlait d'éducation à l'instant, eh ben on va regarder une vidéo sur le bac qui date de... c'est une compile de journaux télévisés de 62 à 2010. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'étend sur une période où justement, la gauche, évidemment, qui, elle, veut aller vers plus de démocratie, va aussi vers plus d'éducation. Et on va typiquement passer alors c'est sur les sujets du bac de philo depuis 1960. Et ben, vous allez voir qu'on va ouvrir le bac aux classes populaires qui n'y avaient pas accès jusque-là. Et vous allez voir la démocratisation de l'éducation avec des profils. Vous allez voir, à mon avis, que si on passe le bac en 1960...
c'est qu'on est de la haute. Alors évidemment, du coup, quand tu regardes les images de 1960, t'as l'impression que le niveau était plus élevé. Non, c'est juste que c'est déjà des bourgeois, ils parlent déjà comme des bourgeois. Donc à la limite, l'école ne vient que valider leur origine sociale. Maintenant, en effet, il y a des gens qui viennent pas de la bourgeoisie et qui ont le bac. Donc si tu regardes, tu dis, oh, on parle moins bien. Bah non, c'est juste que maintenant, il y a des classes pop au lycée. Et c'était pas le cas en 1960, donc on va se regarder cette petite vidéo de Lina qui... et écouter comment parlent les élèves, notamment dans les années 60. Quel est le sujet que vous avez pris, monsieur? J'ai pris le 3e sujet, parlant du sentiment de culpabilité vis-à-vis de soi-même. Alors, est-ce que vous y croyez? Individuellement, oui, certainement, oui, mais c'est pas vis-à-vis de la société, c'est un sentiment très individuel, se rapportant uniquement à soi, pour ma part du moins. Le sujet exact, c'est la volonté a-t-elle besoin de s'appuyer sur des habitudes? Et qu'en pensez-vous? Bien, je pense que la volonté peut s'appuyer sur des habitudes, qu'elle a intérêt à s'y appuyer, mais qu'elle n'en a pas besoin du point de vue qualitatif, uniquement du point de vue quantitatif, parce qu'elle ne peut pas couvrir tout le champ de notre activité. Quels étaient les sujets qui étaient proposés au Mathelem? Je vais vous lire, c'est plus facile. Pouvons-nous être responsables d'autrui? Le deuxième, dire à l'homme qu'il est libre, est-ce affirmer qu'il échappe à tout déterminisme? C'est celui que j'ai pris. Le troisième, la prudence est-elle une vertu? Vous êtes contente? On peut rien dire, je sais pas. Qu'avez-vous dit? Vous êtes libre? J'ai dit que l'homme était libre, enfin qu'il était déterminé de toute façon, par son milieu, son époque, etc. J'ai parlé aussi du déterminisme scientifique qui enlève toute liberté à l'homme. Quel était le sujet? Attendez, je vais vous les donner, c'est là. Alors on avait une explication de texte de Kant, un texte entre la supériorité de la machine sur l'homme. Vous y croyez? Non, pas tellement. Lequel vous avez choisi? Le troisième, serait-il souhaitable que l'homme ne fût pas accessible aux passions? Qu'est-ce que vous avez dit en gros? Moi, personnellement, je pense que l'homme doit être accessible aux passions, parce qu'autrement, ce serait un homme assez indifférent, quoi. Quel sujet vous avez choisi? Sur la passion. La passion, qu'est-ce que vous avez dit? Beaucoup de choses, je vais pas vous tout raconter. Oui, mais en gros, votre idée, l'homme est-il accessible aux passions, c'est ça? Oui. Oui, vous le pensez? Je me souviens plus. Je t'en prends un. Le sujet de philo qui ne demandait pas tellement de connaissances, alors ça allait à peu près. Aïe, le dernier. Il est difficile. C'est bizarre parce que ça, c'était sorti à peu près l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu un raisonnement était toujours de nature mathématique. Alors, Oui. Il y a à peu près toujours une question de logique. Oh, ils sont bavards, je mets toujours une question de cours assez classique. Tu as la dichotomie avec Combien? ça se sépare. Voilà, oui, Et Kant va appeler le problème de la raison humaine. Il y a un autre filtre qu'on ne voit pas, celui-là, il est géographique. C'est-à-dire, c'est sûr que si vous filmez des lycéens parisiens, pareil, il y a un filtre social qui fait que pareil, vous aurez des lycéens qui parlent mieux, étonnamment. Et même dans des familles de gauche, si tu vis à Paris et tout, t'es au cœur de la vie culturelle, machin, t'as des parents qui sont peut-être dans le spectacle, dans le théâtre ou je sais pas quoi. Donc tu vas avoir des gens qui parlent quand même assez bien. Donc, mais on va voir la suite ensemble. C'est-à-dire le nécessaire et universel. J'aime pas trop. C'est élémentaire. Ce matin, c'était la physique. La philo. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet? Oh bah, sujet, quoi, sur l'art. On avait 3 sujets, un sur l'art, un sur l'histoire et un sur Rousseau. Le sujet sur Rousseau, moi j'aimais pas tellement. J'aime pas les commentaires, c'est difficile. Mais l'autre sujet était pas mal. C'était sur l'État et la liberté dans l'État. Vous avez noirci combien de feuilles? Oh, une feuille. Je trouve que... Une feuille? Mais tu te fous de la gueule de qui, toi? Alors lui, il est de gauche, lui, c'est un branleur, lui. Lui, je lui donne pas le bac. Allez hop, ça dégage. C'est bien pour moi, quoi. Parce que d'habitude, c'est une demi, quoi. Ah, en même temps, ça dépend, tu me diras. Tu me diras, s'il est en... Parce que moi, j'étais en L, donc on avait 9 heures de philo pour le bac. 9 heures par semaine. Donc évidemment, je me dis, oui, bah non, nous, on faisait une copie double. On est d'accord que la moyenne normale, c'est une copie double. Pas une feuille. Non, juste une feuille. Mec, c'est quoi ça? Les élèves ont planché sur des sujets comme l'histoire est-elle notre mémoire collective, la mathématique est-elle réductible à la logique, ou bien le fait de parler la même langue institue-t-il entre les hommes des liens privilégiés. Autant de questions auxquelles il a fallu répondre. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Quel sujet avez-vous choisi? Le premier.
C'est-à-dire? Il fait bourgeois, lui, ou pas? Hein, pas trop, hein. Mais j'ai un bon style. Alors vous êtes sortis près d'une demi-heure. Lui, il fait bourgeois. On va jouer au grand jeu bourgeois, pas bourgeois, hein, je vous propose ça. Et en avance, j'en conclus que ça s'est bien passé. Bah, pas exactement, on peut pas trop savoir en philo. Vous avez choisi? L'histoire est-elle notre mémoire collective? Alors? Bah, j'ai répondu positivement. Je pense m'en être sorti. Ça s'est pas mal passé dans l'ensemble. Il se trouve que je m'attendais pas à un sujet aussi facile quand même. Ok, bah vas-y, non mais tu peux te la péter aussi. Hein. C'est quoi le sujet? L'histoire est-elle notre mémoire collective? Elle a dit bah je suis désolé, bah oui du coup, oui. Non mais attends, histoire, mémoire, tout ça, ça peut être plus compliqué? Bah non mais c'est la mémoire collective, c'est facile. Mais j'aurais pu, je pense, faire mieux. Il y avait comment donc l'expérience immédiate est-elle source de vérité? Waouh, là c'est rock'n'roll, là on est en 85, l'année de ma naissance. L'expérience immédiate est-elle source de vérité? L'inconscient est-il en moi nature ou histoire? Et puis un texte de Spinoza. C'était relativement compliqué. Quel sujet vous avez choisi? Le troisième, l'explication de texte. Et oui, comme vous l'avez noté, cette fois-ci on n'est pas à Paris, on est à Rennes. C'était les États démocratiques et États totalitaires, pardon. Et c'était très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Ça vous a inspiré? Beaucoup. 3 copies doubles même. Tout le monde a... 3 copies doubles? T'as pas le sens de la synthèse, Simone? Alors ça, État totalitaire... ça c'était une catégorie qui était très à la mode dans ces années-là, la catégorie de totalitaire. Un peu moins employée aujourd'hui, hein, totalitaire, mais bon, à l'époque c'était la grande mode. Choisi le commentaire Beaucoup, oui, parce je pense pas qu'on s'attendait à ça comme sujet. Hein. Et vous attendiez à quoi alors? Nous on avait pensé sur autrui et l'art. Pourquoi? Elles sont toutes la même coupe. Bon, bah, à l'époque, on se faisait du volume. Hein. Il fallait qu'il y ait du volume. Bah, on avait pas mal développé ça en cours, donc on s'y attendait. Vous avez encore la tête pleine, là. M'en parlez pas. Ah, là, on est en Corse. M'en parlez pas. Voilà, moi, comme sujet, j'ai fait les sciences humaines peuvent-elles adopter les méthodes des sciences de la nature? En gros, je me suis planté. C'est la zététique, tout ça, là, hein? T'as pas écouté Le Penseur Sauvage, là? Vous avez choisi quoi comme sujet? Le sujet numéro 1, sur la conscience de soi. Alors lui, il a pas l'accent, il parle un peu comme un bourgeois. J'ai peur que ce soit le fils du préfet de Corse. Ça craint. C'est la philo, ça craint. Dites-moi, la crise du Golfe, ça va pas un peu figurer dans les sujets? On a peur, genre violence ou... les guerres, toutes les formes de violence possibles, les questions qu'on peut nous poser, on pense que ça risque de tomber. Vous avez presque tout faux, mademoiselle. Seules les séries B auront droit à un texte de Kant sur le droit et l'État. Tous les autres ont blémi sur des questions aussi classiques que redoutables. Que diriez-vous si on vous demandait « L'homme pourrait-il vivre sans conscience du passé ?» hein? À tout hasard... C'est quoi cette voix off qui les prend trop pour des connes? Alors, vous avez faux, mademoiselle. Mais attendez, tu te calmes, France 3 Alsace, là? Moi, je dirais non. Et vous? Moi j'ai dit qu'il pouvait pas. Bien sûr, c'est un peu sec comme réponse, mais c'était un sujet difficile, or il y avait le choix. On peut avoir vos impressions, là? Ça a marché? On verra au résultat. Qu'est-ce que vous avez choisi? Le beau S... je sais plus. Je pense que je me suis plantée, quoi. Oh, moyen, vous savez, moi et la philo, ça fait deux. Hein. Le sujet, c'était le beau. Le beau est-il nécessaire? Oui. Oh, vous êtes très beau, à votre caméra, vous êtes fort utile. Non, je sais pas. Moyen, disons. Il faut dire que pour ces élèves de section scientifique, la philo n'est que coefficient 3. Allez, on va écouter les bac-S qui parlent de philo. C'est toujours intéressant, surtout quand on les voit faire les malins après sur internet, là, les scientifiques qui sont là à se la jouer philosophe, et j'aurais bien aimé les voir à l'épreuve de philo et voir les notes qu'ils ont eues, tout cela. En revanche, pour les candidats qui viennent des classes littéraires, on passe à un coefficient 7. Les sujets distribués ce matin semblent avoir intéressé nombre d'entre eux. L'un évoquait la force de démonstration, le second posait la question « Peut-on dire d'un acte qu'il est inhumain ?» et le troisième, c'était « Puis-je faire confiance à mes sens ?» Alors ça, les S, c'est les spécialistes pour dire « De toute façon, la philo, on peut dire ce qu'on veut, c'est du n'importe quoi. Ça dépend ce que pense le prof, hein, parce que selon s'il n'a pas le même avis que nous, il va nous saquer. » Un thème qui semble avoir reçu pas mal de succès.
J'ai dit qu'on ne pouvait pas avoir totalement confiance en nos sens et j'ai parlé de la raison et de Kant. Qu'en fait, j'ai dit que les sens... Fallait parler de Là, tu vois, typiquement, faut parler de Platon et de Descartes, mais c'est ça qu'on va mesurer, c'est est-ce que vous avez un peu bossé, quoi, est-ce que vous avez une idée du sujet et de quels sont les penseurs qu'il faut quand même caler, même si on dit, ouais, c'est pas que ça, mais enfin quand même, c'est quand même pas mal ça, quoi, qui va être noté. C'était simplement... en quelque sorte un tremplin. J'ai dit que je ne pouvais pas faire confiance à ses sens parce que c'était une certitude sensible et que donc c'était contingent et tout ça. J'ai ressorti le cours maintenant. Ah bah oui, non mais pas mal, hein, si t'as placé certitude sensible, contingence, etc. C'est ça aussi, on va mesurer le niveau de précision du vocabulaire, donc c'est pas bête. Vous êtes contente de vous? Non. Pourquoi? Parce que j'ai jamais des bonnes notes en philo, donc je pense pas que ce sera génial. Si, moi, pour contingence, déjà... Ah non, ce qui est le plus marrant, c'est des copies de mecs qui utilisent les mots compliqués, mais un petit peu n'importe comment, un petit peu maladroitement, qui essaient de faire des trucs un peu pédants, mais qui n'y arrivent pas trop. C'est toujours un peu pathétique, drôle, je trouve. Mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle, il y a toujours pire que soi. Voilà, copie blanche. Je suis carrément absenté. Ah bah bravo. Mais bon, voilà, quoi, c'est le bac, hein, ça fait partie du bac. Hein. Comme quoi, même si on est nul en philo, on peut toujours être philosophe. C'est en candidat libre, alors comme on a travaillé toute l'année, on va essayer de le repasser là. Alors vous vous sentez bien quand même là? Pas du tout. Pas du tout. Moi je me sens bien. Le bac c'est dans la... N'importe quoi. Alors lui il se dit c'est mon moment, France 3 Régions, je vais tout donner là. Poche. Dans la poche, facile à dire, il y a quand même 4 heures d'épreuve avec quelques questions fondamentales. Qui suis-je? La vérité de l'opinion, la connaissance du réel ou la liberté? Il est presque midi, premières impressions. Ça a été comment? Ça s'est très bien passé. Très bien passé? Très bien passé. Je suis assez contente, maintenant on va voir, on attend. Dehors, ils sont déjà nombreux à s'attendre pour s'interroger, discuter et confronter leur point de vue. N'est-ce pas contraire à toute équité? Ça va, en fait, c'est pas si terrible que ça. Bon, en fait, on nous a trop monté la tête pendant l'année, le bac. Mais quand on y arrive, c'est un contrôle de 4 heures, on en fait toute l'année. J'avais pas un sujet très facile. À la question qui suis-je, puis-je apporter une réponse exacte? Et j'ai peur d'avoir fait un contresens sur exact. De 8h à midi, les candidats avaient 4 heures pour disserter. Wow, faut-il préférer le bonheur à la vérité? Là, on se rapproche des années où moi j'ai passé le bac. J'ai dû le passer en 2005. Donc ouais, c'est l'année d'après, donc c'est pas les mêmes sujets. Mais là, on est sur comment s'habiller les jeunes à l'époque où j'étais jeune. Ouais. Pour nous de devoir qu'envers autrui, l'expérience peut-elle démontrer quelque chose? Autant de sujets qui en ont dérouté certains. 9h30, celui-là n'est pas content. Vous êtes le premier à sortir. 10h45, celui-ci a tout tenté. Je voyais pas pourquoi rester plus longtemps vu que j'avais pas réussi à trouver plus d'idées. Donc bon, on verra ce que ça va donner, quoi. 12h, l'épreuve est terminée pour tout le monde. Premières impressions, première déception. Trop dur. J'ai pris les commentaires de texte parce que je connaissais pas, donc je me suis basée sur quoi le texte? Je sais pas. J'ai mis un thème au hasard. Pour Fidji, en revanche, les astres ont semble-t-il été plus cléments. Non, ça va, c'était abordable, malgré l'histoire du CPE, ça s'est plutôt bien passé, Ah, c'est l'année du CPE, mais oui. Je suis plutôt inquiet parce que je me disais on n'a pas fini les programmes et tout, et on a fini une extrémiste, et non, ça s'est plutôt bien passé. Oh, tu vas à la plage? Je me détends. C'est la philo, madame. Oh là là, la prof casse-couille. Regardez-moi cette casse-couille de première qui arrive, elle lui dit « Alors, tu vas à la plage ?» Parce qu'il est en short, quoi. Sinon, je t'autoriserai pas à rentrer. Le jour du bac, tout est permis. L'habit fait-il le moine? Ça aurait d'ailleurs pu être un bon sujet pour ce jeune homme. Raté. En philosophie ce matin. Alors installez-vous, vous ne gardez que vos stylos. Ces élèves de terminale scientifique ont dû plancher sur l'art peut-il se passer de règles? Ou encore dépend-il de nous d'être heureux? Alors 4 heures plus tard, verdict. Dépend-il de nous d'être heureux? J'ai d'abord dit oui, mais après j'ai dit non parce qu'il y a des désirs qu'on ne peut pas maîtriser. Plutôt sceptique. Pourquoi? Parce que la philo, c'est pas trop ma matière. Je te jure que c'était facile. Toi, t'es forte en philo, tu vois. Donc, voilà, moi, je suis un pire scientifique, je suis nul en philo. Et à Besançon, on respire. L'épreuve la plus redoutée est passée. Soulagée d'avoir fini la première épreuve. Il y a des choses à dire, mais c'est quand même pas facile, quoi. Pour les littéraires, coefficient 7 et 2 sujets. Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir? Ou la recherche de la vérité peut-elle être désintéressée?
C'est bien ça. Oubliez le passé, là on a parlé de Pétain. Je pensais que ça allait tomber sur l'inconscient, sur le droit, la politique ou sur le langage, mais je pensais pas du tout sur le temps. On vivait un peu nous-mêmes, le passé, le présent, le futur. C'était un sujet qui nous touchait. Voilà. Et puisque vous voulez savoir ma note, je crois que j'ai eu 11. Et notre classe, elle s'est fait un peu saquer. Genre tout le monde a eu des notes à peu près autour de ça. Et j'étais d'autant plus deg que j'avais le bac blanc, j'avais majoré de tous les L, j'avais la meilleure note, j'avais eu 16 au bac blanc. Et là, le sujet, c'était un truc sur... Ah, mais oui, je me souviens, c'était un truc sur l'État. Et j'avais casé du Lénine. C'était peut-être pas mal. Hein. Donc voilà, j'ai eu mon petit 11 en L. Bon, ça suffit, quoi. Ça suffit. Fallait peut-être pas caser du Lénine. Bref. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Sardine Ruisseau. Voilà, on était là-dessus. J'ai super chaud, putain de sa race. On fait le dernier article. Hein. Dernier article. Non, c'est pas ça. C'est où? C'est... Voilà. Non, le compte Sardine Ruisseau n'a pas été censuré par Twitter et c'est regrettable. Le cyberharcèlement sous couvert de parodie. Oh, il y a encore moyen de l'écouter, dis donc. Bon, de voir si... Le compte Sardine Ruisseau n'a pas été censuré par Twitter. Ok, on va le lire nous-mêmes. Ça va être mieux, quand même. Bon. Vous connaissez le compte Sardine Ruisseau ici ou pas? Tiens, je vais vous demander. C'est Numérama, ils ont voulu mettre un gadget, et bah c'est nul. Personne ne doit s'en servir de ce truc. Parce que c'est insupportable. Oui, non. Voilà, c'est pour voir un petit peu, parce que là on parle quand même de trucs sur Twitter. Moi je trouve que bon, c'est un sujet, si vous suivez Twitter, ça vous intéresse particulièrement. Si vous suivez pas Twitter, c'est possible que vous connaissiez pas non plus le compte Sardine Ruisseau. Oui, moi aussi je l'avais bloqué. Hein. Oui, donc c'était un compte qui était un compte parodique fait certainement par l'extrême droite, qui visait à faire passer Sandrine Rousseau pour une conne, en lui faisant écrire des trucs idiots sur des constructions, je sais pas quoi. Ah oui, t'as raison, c'est validiste ce que j'ai dit sur C'est un gadget, parce qu'en fait il y a des gens pour qui c'est utile, j'avais complètement oublié ce truc-là. C'est vrai, autant pour moi, je retire. Donc vous connaissez pas le compte Sardine Ruisseau? 55% de non, 45% de oui. Ah bah très bien. Donc en gros, c'est un faux compte sur Twitter, mais qui avait quand même eu beaucoup de followers. Hein, vous voyez sur la capture d'écran, 57 000 followers, au point qu'il était cité même sur des plateaux pour des mecs de droite qui étaient là à dire Sandrine Rousseau commence à ressembler à son compte, à sa parodie Sardine Ruisseau. Voilà, c'était tout le temps un peu ça. Donc on va revenir sur l'histoire de ce compte. Ce compte, qui parodiait les prises de position de la députée Sandrine Rousseau, et s'adonnait à du harcèlement ciblé, a été désactivé par son propriétaire et non bloqué ou supprimé par Twitter. Ce qui n'a pas empêché certains de crier à la censure, mais que regrette-t-il exactement ? Donc ça c'est intéressant, très bon angle. Bon d'abord, oui parce que évidemment l'extrême droite est partie en mode ça a été censuré, machin. Parce que voilà, ce compte n'existe pas, voilà ce qu'on pouvait voir. Le temps sur Twitter ressemble parfois aux années chiens. 1 minute en vaut 7, et une polémique peut enfler en quelques heures, même sans fondement. La dernière en date concerne Sardine Ruisseau, un compte qui s'affirmait parodique et détournait l'image de la députée écolo Sandrine Rousseau pour moquer ses prises de position. Alors évidemment, le truc c'est de faire un truc un peu ambigu, c'est-à-dire elle prenait exactement la même photo de profil que la vraie Sandrine Rousseau. Il y avait écrit Sardine Ruisseau, bon, je crois que ça a été rajouté après, compte parodique, machin, tout ça, mais au début, le but c'est de créer de la confusion, parce que s'il y a bien un truc, ça c'est un truc qu'on connaît à l'extrême droite, ils font des faux comptes Social Justice Warriors, ils appelaient ça avant, maintenant ils diraient des faux comptes woke, pour faire des takes hyper pétés, et en fait ils alimentent un truc dans lequel c'est eux-mêmes qui après vont voir ces trucs-là, et parfois ils se prennent au propre piège entre eux, exprès, pour énerver tout le monde, pour s'énerver entre eux. Ce qui est quand même un truc qui est arrivé souvent. Alors là, merci Rio, parce que je pense que le sujet lui-même a dû attirer une faune dont on se passerait volontiers sur ce stream. Et n'hésitez pas, en effet, à ban, hein, s'il y a des modos qui ont envie de ban. Il n'y a aucun problème ici.
Ce compte, qui cumulait plus de 57 000 abonnés, a été désactivé le 22 juillet 2022, donc il y a 3 jours. Lorsque l'on se rend sur le profil, il est désormais écrit que ce compte n'existe pas, ce qui correspond à une suppression par son propriétaire, et non les conséquences d'un blocage Twitter. Le réseau social a même précisé à BFM TV qu'il n'avait pas agi sur ce compte, mais c'est allé jusqu'à BFM TV cette histoire, c'est-à-dire que les bourgeois, les fachos, ils sont là, ah, on nous a supprimé notre compte qui nous faisait trop rire, on se foutait de la gueule de Sandrine Rousseau. Compte désactivé, le détenteur d'un compte a la possibilité de désactiver son compte à tout moment. Lorsque le propriétaire d'un compte désactive son compte, un message indique que la page est indisponible. Lit-on sur le site officiel de Twitter. Un internaute qui semble proche du compte laisse d'ailleurs entendre que Sardine Ruisseau pourrait revenir bientôt en ligne. Un internaute qui semble proche du compte. Sardine Ruisseau, le compte de cyberharcèlement apprécié des politiques et des médias. Alors, que ce soit la petite rubrique numérique, machin, pour rigoler sur BFM TV, machin, où ils sont là, il y a un compte parodique de Sandrine Rousseau qui tweet des trucs rigolos, voilà. Alors, eux, ils ont complètement foncé dans le panneau. Et évidemment, certains politiques qui ont envie de détruire politiquement et la crédibilité de Sandrine Rousseau et Sandrine Rousseau elle-même sans doute, se sont empressés de relayer assez souvent les takes de Sardine Ruisseau, que ce soit en retweetant, que ce soit en parlant même, ou en faisant des tweets exprès là-dessus. Et le dernier en date, c'était donc le député LREM des Français de l'étranger là, pour la péninsule ibérique, Stéphane Vogetta, qui lui-même a dit à Sandrine Rousseau que, je sais pas quoi, Sardine Ruisseau, machin. Bon, bref. Vous voyez que ça a dépassé les sphères de l'extrême droite. Le compte Sardine Ruisseau a été créé en septembre 2021, le mois où a été organisée la primaire du Parti Europe Écologie Les Verts pour désigner le ou la candidate à l'élection présidentielle. Sandrine Rousseau s'y était présentée et a créé la surprise, se qualifiant au second tour et ayant manqué de peu la nomination, 49 contre 51%. Alors là, vous imaginez dans ce paysage politique là, extrême droitisé et tout, une parole comme celle de Sandrine Rousseau, ça leur fait dresser des cheveux sur la tête, quoi. Ce n'est pas un compte parodique, c'est un compte de cyberharcèlement de la droite extrême, a commenté la députée ce 22 juillet. Elle a raison. Fréquemment prise pour cible par des utilisateurs, donc la députée c'est Sandrine Rousseau, elle-même, elle dit que c'est du cyberharcèlement. Elle est donc fréquemment prise pour cible par des utilisateurs du réseau social ainsi que par des membres de la sphère politique. Elle assume d'ailleurs avoir déjà demandé à faire censurer le compte, ce que Twitter a toujours refusé de faire, malgré le fait qu'il lance régulièrement des raids et malgré les très nombreux signalements. Pendant des mois, alors lancer des raids, ça veut dire qu'en gros, tu peux, avec le compte, avec les 57 000 followers de Sardine Ruisseau, tu peux les envoyer, par exemple, tu vas mettre en exergue un post d'une féministe, et hop, du coup, t'envoies tous les fachos sur cette féministe-là en particulier, par un simple RT, en fait. Donc ça aussi, ça peut être considéré comme du cyberharcèlement. Pendant des mois, le compte Sardine Ruisseau ressemblait beaucoup à celui de la femme politique. Il usurpait notamment sa photo de profil et sa bannière. Donc on joue la confusion. Il arrivait fréquemment que des internautes distraits ne se rendent pas compte de la supercherie et se moquent de propos ridicules que le compte mettait dans sa bouche virtuelle. Le compte a ensuite peu à peu modifié son esthétique et a rendu plus visible la mention parodique dans son nom. Sardine Ruisseau a aussi bénéficié de la complaisance de certains médias et personnalités politiques. Jusqu'à un article dans la version papier du Point, jouant au jeu des 7 différences entre les gazouillis. Ah oui, il y avait un article du Point, je me souviens en plus, qui disait, il donnait des tweets et il disait, est-ce que ça c'est Sandrine Rousseau ou Sardine Ruisseau, pour dire que les deux se confondaient et que c'est fou, les woke là ils commencent à ressembler à leur parodie, machin, tout ça. Qu'importe que la députée se fende de messages pour souligner le cyberharcèlement dont elle est victime. Le 20 juillet 2022 encore, un député LREM disait le préféré à la députée. Donc il me semble que c'est Stéphane Vogetta, hein, c'est ça. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'un UPES me dit qu'il aurait préféré avoir Valls en face de lui, notamment aux dernières élections. Je le prends comme un compliment. D'ailleurs, confidence pour confidence, je préfère Sardine Ruisseau à Sandrine Rousseau. Voilà, c'est Stéphane Vogetta. Quand la notion fourre-tout de parodie sert de prétexte. Pour quiconque fréquente les réseaux sociaux de près ou de loin, ce que l'on surnomme la loi de Brandolini devrait résonner avec force. Cet adage assure que l'énergie déployée à contrecarrer une fausse information est bien plus importante que celle nécessaire à la propagation d'une idiotie. C'est pour cette raison qu'un tweet qui propage une information sensationnelle fera toujours plus de buzz qu'un second gazouillis de correction. C'est aussi pour ça qu'il est absolument impossible pour une personnalité publique de lutter contre ce genre de pratique qui frôle avec l'usurpation d'identité, surtout lorsqu'elle se cache derrière la notion fourre-tout de parodie. Donc là on relit le tweet de Sandrine qui dit « Ce n'est pas un compte parodique, c'est un compte de cyberharcèlement de la droite extrême, comme cela existe chez Bolsonaro, Salvini, etc. vis-à-vis des femmes politiques ».
Twitter, le compte parodique de Sandrine Rousseau désactivé mais pas censuré. Ces questionnements ont déjà été soulevés à maintes reprises en ligne, notamment par le web francophone, avec le cas du site parodique nordpresse.be qui se plaisait à rédiger des titres d'articles qui pouvaient être pris au premier degré. Son administrateur affirmait que ces publications servaient à piéger les internautes pour mieux les éduquer aux fausses informations. Mais encore fallait-il que ceux-ci se rendent compte de leur erreur. Il est souvent arrivé que le compte Sardine Ruisseau soit pris pour un vrai et que cela génère des vagues de haine tournées contre la députée. Il est parfaitement impossible que le créateur puisse l'ignorer, vu combien de tweets sont parfois envoyés en direction de la députée à cause de ces gazouillis. Donc, c'est-à-dire que voilà, le côté malveillant semble être assumé par le créateur du site, qui évidemment, hein, c'est toujours l'humoriste de Schrödinger, quand on lui demande des comptes, va dire « Mais c'est une blague, après je ne suis pas responsable de machin ». Le mec a investi l'énergie de faire tourner ce compte chaque jour en postant des trucs dessus. C'est ça, là où on peut parler de cyberharcèlement. Ce mec consacre du temps chaque jour à entretenir un compte qui est là pour se foutre de la gueule d'une députée et qui attire sur cette députée du cyberharcèlement. Donc derrière, tu peux dire « Mais non, je fais juste des blagues pour faire rire !» Bah non, tu sais très bien ce que tu fais. Depuis plusieurs années, s'est développée sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier, une nouvelle pratique appelée femme-spoofing, théorisée par l'experte en sémantique et des informations Stéphanie Lamy. Je connais pas le femme-spoofing, on va apprendre ce que c'est ensemble que le femme-spoofing. Vous connaissez le femme-spoofing ? Moi je connais pas. Puisant ses racines dans les méthodes de l'extrême droite et de la fachosphère, elle consiste à créer de faux comptes prétendument féministes afin de tourner... Ah bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Afin de tourner la cause en ridicule et la décrédibiliser auprès d'un plus large public qui n'a peut-être pas les capacités de faire la différence entre... surtout si il lit une presse conservatrice qui passe son temps à lui dire que les féministes, les néo-féministes et leur délire, et là vous avez des comptes qui font exprès d'aller d'aller très loin dans un truc incompréhensible ou qui a l'air délirant a priori, machin. Et eux, ça match avec leur narratif, en fait. On vérifie pas une information si elle match avec ce qu'on pense du monde. Vous voyez ? On vérifie les informations qui nous font douter. Ah, ça c'est bizarre. Vous voyez, si demain je vois Manuel Valls rejoint l'AFI, je vais faire « Ah, c'est bizarre », je vais vérifier directement l'information. Si demain je vois Manuel Valls se carapate pour essayer de se faire élire en Italie... Bah, vu que j'aime pas Manuel Valls, ça se trouve, je vais RT en me disant « Ah, quel gros con, c'est encore pas fini, on en a marre de Manuel Valls !» Voilà, parce que l'information ne m'aura pas choqué a priori. Donc c'est là-dessus qu'ils utilisent le truc. Si ça match avec la vision du monde, où il y a sur des plateaux des trucs où on passe énormément de temps à critiquer les woke, machin, donc là évidemment il y a un terrain favorable. Ces comptes peuvent se faire passer pour une personne réelle, comme Sandrine Rousseau, ou créer une fausse identité d'une personne fictive, militante de gauche, qui porterait des discours volontairement extrêmes et absurdes. Il y a 30 ans, on riait du fait que sur Internet, personne ne pouvait savoir que vous étiez un chien. Désormais, sur Internet, les GAFAM, la police et la justice ont tous les moyens théoriques de savoir que vous êtes un chien. Mais le nombre de canidés a tellement augmenté que cela ne fait aucune différence. Marie Turcan qui tire à balles réelles. Hein, là, elle dit que ceux qui font ça, c'est vraiment des gros yinches. La quantité est devenue la meilleure arme de la fachosphère, qui ne fait même plus semblant de le nier. Sardine Ruisseau a pu publier plus de 4000 gazouillis moqueurs en 10 mois, soit plus de 400 tweets par mois sans être inquiété, et ce malgré la souffrance de la personne visée par ce déferlement de moqueries. Est-ce bien surprenant ? Sur Twitter, l'homme le plus riche du monde multiplie les tweets sexistes et LGBT-phobes, et peut parler de virus woke sans être inquiété. Il a fallu 5 morts dans l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump pour que celui-ci voit son compte désactivé. Il a été prouvé scientifiquement que l'algorithme de Twitter amplifie plus la droite que la gauche, et pourtant l'espace médiatique est submergé par les cris d'orfraie, brandissant sur tous les plateaux de télé et tous les réseaux que l'on ne peut plus rien dire. D'ici quelques jours, le compte Sardine Ruisseau sera peut-être revenu sur Twitter. Qui va s'en réjouir et pour quelle raison ? C'est certainement pas les humoristes qui vont s'en réjouir en mode « Ah, enfin on peut rigoler !» Donc Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche. Twitter a publié une longue étude, rare, sur la portée des messages publiés par des personnalités politiques en fonction de leur parti dans toute l'Europe. Le constat est édifiant dans quasiment tous les pays étudiés. La droite est bien plus amplifiée que la gauche et le réseau social ne sait pas pourquoi. Bah merde. Eh bah merde, peut-être parce que tout simplement à droite et à l'extrême droite on tweet n'importe quoi. On se permet, je veux dire, il y a un niveau de relâchement des exigences face à la vérité, voilà, face à l'insulte aussi. Voilà, on se permet beaucoup plus de choses, des choses qui sont très virales. Alors qu'à gauche, on essaie d'avoir un peu de tenue, de faire des trucs pas trop provoque, machin, ou alors un peu provoque, mais voilà.
Je peux vous assurer que les militants d'extrême droite sont très très actifs pour essayer de faire désactiver les comptes de féministes qui auraient le malheur de poster Ménard Trash, par exemple, quand bien même ce serait tout à fait métaphorique. Enfin, quand bien même ce serait tout à fait imagé, voilà, c'est ça que je veux dire. Bref. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Non, pas pour aujourd'hui, puisqu'on se retrouve ce soir, à 20h. Vous avez raté, si vous êtes arrivé en cours de route, un article assez dur avec la stratégie des Insoumis à l'Assemblée dans le journal Les Jours, article donc de Nicolas Cory. On a parlé de la démocratie, on a parlé des sujets de philo du bac, et on a parlé de Sardine Ruisseau, et il y a eu une première, une imitation du député, comment il s'appelle ? Machin Tanguy, là. C'est une première, on va essayer de refaire, parce qu'on risque de retomber là-dessus, c'est un peu la nouvelle star hein, au RN, hein. C'est la nouvelle petite star des nouveaux députés, là. Débrief du portrait de Jospin à 20h. On se retrouve à 20h pour parler de Lionel Jospin. Et si tout se passe bien, on va regarder l'épisode de Blast ensemble, avec des pauses régulières où je vous raconterai peut-être sans doute des précisions en plus. Et après, on va regarder ensemble l'interview de Lionel Jospin par Claude Sérillon, une interview qui a coûté sa place à Claude Sérillon, mais qui est très édifiante parce que Claude Sérillon a contraint Lionel Jospin à donner le fond de sa pensée, notamment sur les questions économiques. Et ça nous intéresse particulièrement de savoir jusqu'où ça allait, leur accompagnement du capitalisme à l'époque, et d'avoir un petit peu un regard critique sur Jospin, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, très bien. Alors, où est-ce qu'on va raider qui, de quoi ? Qui est dispo ? On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a qui, machin, truc... Qui c'est qui parle un peu de politique, là ? Ah, ils sont tous là à jouer à Stray, mais je m'emmerdais avec votre Stray. C'est chiant. Ouais, c'est un chat, c'est mignon. Oui, d'accord, super. Je m'en prends. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Chanel recommandé, non. Tout ça, c'est... bof. Ouais, y a rien qui parle de politique, y a rien qui me botte. Bah si, y a l'anti-stream, hein. Il y a encore mais je l'avais zappé parce que j'avais déjà raidé l'anti-stream la dernière fois. Bah écoutez, vous allez aller sur l'anti-stream. Frontières intelligentes, AFP et Désinfo, Woofing. Bon, c'est la revue de presse quotidienne hein, de l'anti-stream. Très bien. Donc pareil, soyez polis. Et alors c'est plus de gauche qu'ici, hein, vous savez, hein, normalement vous connaissez. L'anti-stream, on est sur un truc plus anard, plus libertaire on va dire qu'ici. Ici vous savez on est comme ça. Nous on est surtout là, les grandes généralités, la démocratie, les corps intermédiaires, tout ça. Et on est un peu moins dans le zbeul, c'est vrai. Mais ça ne vous empêchera pas. Ici on est SOSDEM. Ici on est plus de droite. Mais oui, bah j'assume, je suis le réformiste. Plus à gauche qu'Usul, bah oui. Bah il y a plein de gens plus à gauche que moi. SOSDEM révolutionnaire, absolument. Comme Lénine, exactement. Ici on est SOSDEM révolutionnaire comme Lénine. Bonne soirée à vous, on se retrouve, enfin bonne fin d'après-midi à vous, on se retrouve vers 20h pour parler pendant au moins 1 ou 2 heures, au moins 2 heures de Lionel Jospin. Ciao. Et je coupe le stream.